Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 33e numéro du Bistrot d'Alain Losc, saison 2. Alors, au sommaire ce soir, nous reviendrons sur le match Lille-ASM, Lillois on the beach. C'était notre façon de présenter ce match, ainsi que la façon de le prendre de certains supporters. Et ensuite, dans la deuxième partie, nous analyserons finalement le prochain match du LOSC, prochain rendez-vous à Nice, Galtier contre Gourvenec, la revanche après le 4-0 encaissé à domicile en début de saison. Vous savez, le bistrot d'Alain Le Losc, c'est une émission hebdomadaire réalisée par des supporters du LOSC, par le site Alain Le Losc et par les docs du net, qui reprend chaque semaine avec des piliers de bistrot l'actualité de votre club préféré. C'est diffusé donc sur notre page Facebook en direct et sur laquelle vous pouvez d'ailleurs commenter et réagir en direct. On reprendra généralement les meilleurs commentaires et on les diffusera à l'antenne. Et vous pouvez également, donc à partir de demain matin, assister au replay sur notre chaîne YouTube, à laquelle je vous invite bien évidemment à liker et vous abonner. N'hésitez pas non plus à partager cette émission. Plus nous serons nombreux, plus les échanges seront riches. Je vous présente avant notre invité les piliers du bistrot que vous connaissez maintenant parfaitement. On va commencer par le plus jeune d'entre nous, monsieur Big Data de la page Breaking Dogs, Baptiste. Bonsoir Baptiste. Bonsoir François, bonsoir à tous. Question habituelle, tu nous as préparé plein de statistiques, j'imagine? Tout le temps là, elles sont prêtes. C'est parfait. Vous le reconnaissez également avec sa mèche à la Tintin, Julien des Dogs de Paris. Bonsoir Julien. Bonsoir à toutes et à tous. Et un magnifique maillot de Bourac On n'oublie à côté de toi. On n'oublie pas Bourac. Tout à fait, personne ne l'oublie ici. Ensuite, alors, il n'a pas la même coupe que Tintin, mais il vient de Dunkerque et en tout cas, il est prêt à réagir également. C'est Georges. Bonsoir Georges. Moi, c'est plus la coupe qui fait tondu. Bonsoir à tous et à toutes. Et il a le même coiffeur que Georges, donc toujours dans sa pagode japonaise. Christophe, bonsoir Christophe. Bonsoir à toutes et tous. Alors, certains d'entre vous le connaissent, l'ont reconnu donc dans l'image, les plus anciens, mais aussi ceux qui suivent, notamment les matchs des anciens du LOSC. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Michel Titeka, ancien joueur pro du LOSC, ancien technicien aussi du LOSC, mais qui a joué également à Rouen, à Beauvais, à Ouascal, et qui a également entraîné à Ouascal. Je pense que j'ai fait le tour de ton parcours, Michel. Tout à fait, bonsoir à tous. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation pour aborder finalement cette actualité. Tu suis régulièrement les matchs du LOSC, j'imagine? Naturellement, oui. Bon, tu es toujours le LOSC ancré dans la peau? Depuis que je suis né, pratiquement. Bon, ben, on va pouvoir s'en assurer, même si on n'en a aucun doute ce soir. Alors, tu sais, Michel, je pense t'avoir prévenu. L'usage, la tradition au bistrot d'Alain Le Losc, c'est de poser une question à la con pour commencer l'émission à notre invité. Alors, on a cherché la question qui soit la plus à la con possible. C'est une question stupide qu'on pose pour détendre un peu l'atmosphère, à laquelle tu n'es pas forcément obligé de répondre, mais les réponses sont les bienvenues. Alors, la question à la con ce soir, c'est, Michel, tu as évolué en tant que joueur ou entraîneur, pour faire large, à Lille, à Beauvais, à Rouen, à Ouascal, c'est-à-dire jamais au sud de la Loire, voire même de la Seine. Est-ce que c'est parce que tu as peur, ta peau craint les coups de soleil? Alors, absolument pas. La raison pour laquelle je n'ai pas passé la Loire, c'est parce que je pense que je n'avais pas un talent suffisant pour jouer en L1 et que les propositions qui m'ont été faites, c'était essentiellement au nord de la Loire. C'est juste la raison pour laquelle je n'ai pas traversé la Loire. Sinon, si j'avais une bonne proposition de L2, voire même de L1, naturellement, j'y serais allé. Mais pourquoi j'y suis pas passé, je ne sais pas. Mais je pense que c'est parce que je n'avais pas les qualités suffisantes pour peut-être passer la Loire ou peut-être même passer les frontières.
voilà, bon, une belle carrière, tu fais modeste, mais quand même 300 matchs en Ligue 1, enfin en Division 1 à l'époque et en Division 2. Ouais, mais j'ai fait, soyons objectifs, j'ai fait entre 20 et 30 matchs en L1. J'ai fait essentiellement ma carrière en L2. Donc, ça prouve que j'étais un joueur de L2, tout simplement. Il ne faut pas se voiler la face. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer pendant 13 ans en Ligue 2. Et voilà, moi, ma passion pour le foot, c'est pas, enfin, j'aurais préféré naturellement faire un peu plus de matchs en Ligue 1, mais le fait de faire 320 ou 330 matchs en Ligue 2, ça me convient tout à fait. Alors, tu es très investi, je crois savoir, dans l'association des anciens du LOSC, avec lequel tu joues assez régulièrement, si je dis pas de bêtises. Je jouais. Tu joues Parce que là, voilà. Ben, maintenant, me connaissant, mon investissement quand je me mets sur un terrain de foot, il est quand même assez important et je n'ai pas envie d'être frustré de faire un match de foot et de ne pas pouvoir réitérer ce que j'étais capable de faire. Donc, je me suis dit, il est préférable que je range les crampons et que je laisse les jeunes dogs jouer. En revanche, ça ne m'empêche pas naturellement d'aller les voir. D'accord. Quelqu'un a une question pour Michel avant de commencer les échanges sur la première partie de l'émission? Je vous prends tous au saut du lit. Les questions viendront. Je vous propose de passer à la première partie de cette émission. Alors, je l'ai pas cité, il y aura une question dans le courant de l'émission pour gagner une place pour le match Lille-Rennes, le dernier match de championnat. Donc, n'hésitez pas à tendre l'oreille au moment où on vous annoncera le jeu. Vous savez, comme d'habitude, une question, une réponse. Le premier qui la donne sur les commentaires de la page Facebook du Bistrot des LOSC remporte la place en tribune nord, tribune active. Première partie de cette émission, Lille-Monaco on the beach, un match assez particulier dans une ambiance mi-tendue, mi-décontractée. Baptiste, tu vas peut-être commencer par nous abreuver de chiffres, par nous présenter tes statistiques. Ouais, alors j'avais le choix entre faire les statistiques de la tribune nord ou du match. J'ai préféré me contenter des chiffres du match. Alors, au niveau de la rencontre, alors à ma grande surprise, c'est plutôt Lille qui a mené les débats avec 51% de possession et 49% du côté de Monaco. Au niveau des tirs, 15 tirs du côté de Lille, 5 cadrés, 9 tirs du côté de Monaco, 3 cadrés. Donc à chaque fois, c'est 33% de réussite. Et malheureusement, c'est Monaco qui s'impose 2 buts à 1. Et je reprends la dernière statistique, et c'est au niveau des duels gagnés, parce que seuls 56 duels ont été remportés par Lille et plus de 64 remportés par Monaco. La statistique, elle est là, c'est que Monaco a gagné plus de duels. Et c'est sûrement ce qui leur a fait gagner. Alors, il y a beaucoup de questions. On a fait débarquer les anciens, Michel, des gens que tu connais, qu'on connaît, qui sont en direct sur les réseaux sociaux. Les piliers n'avaient pas tout de suite des questions à te poser. J'en ai quelques-unes. La première, c'est Stéphane Elbeck, que tu dois connaître. Absolument. Est-ce que Michel peut nous parler de sa technique pour obtenir des pénaltys, mais aussi pour les frapper? Alors pour les frapper, non, dans ma carrière, j'en ai tiré vraiment très 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 peu et j'étais pas du tout bon dans ce domaine. En revanche, bonsoir Stéphane. C'est sûr que pour en obtenir dans ma carrière, j'en ai vraiment obtenu beaucoup. Parce que j'avais ma technique qui était particulière. Bon, j'étais un joueur qui était très entreprenant, qui adorait les 1 contre 1, les dribbles, et notamment dans la surface. J'avais une petite technique de toucher le ballon, d'attendre que le défenseur tacle, de pousser le ballon et d'avoir un contact avec le défenseur. Donc, je n'ai pas fait le calcul parce qu'il n'y a pas d'intérêt à ça, mais une chose est sûre, c'est que j'ai récupéré beaucoup de pénaltys dans ma carrière. Voilà, il y avait un arrière-bruit. Je pense que ça doit être chez Baptiste. Non, pas forcément. Il y a un arrière-bruit quelque part. Donc, je ne sais pas d'où ça vient, si vous l'entendez chez vous. Il y a des gens qui parlent. Ouais. On n'est pas seul. On n'est pas seul sur cette planète. Bon, je continue. Nous avons, alors, on parlait de Stéphane. Souvent, quand il y a Stéphane, il y a Marc qui n'est pas très loin non plus. Alors, Marc est jaloux de ma question à la con. Il veut t'en poser une. Est-ce que tu peux
nous parler de la pierre de Rosette? Alors, bonsoir Marc. Alors, j'ai passé 3 ou 4 heures à Londres avec Marc. On est allé je suis en train de chercher le nom, où il y a la pierre de Rosette. Donc, le musée britannique. British Museum. Mais il m'a impressionné. Il a passé 6 ou 7 semaines en Égypte, mais il connaît tout. Donc, j'ai vraiment pris du plaisir avec lui. Il m'a expliqué tout ce qui s'était passé au niveau, enfin tout, c'est peut-être exagéré, mais il a une connaissance au niveau de l'Égypte incroyable. Et j'ai vraiment passé 3 heures avec lui, avec un grand plaisir. Donc, bonsoir Marc, et merci pour ta visite guidée. Alors, immense bravo à Marc, parce que pour moi, la Rosette, ça évoque plus le sandwich que la pierre. Ben, moi, au départ aussi, hein. Mais il m'a donné une deuxième solution. Bon, alors une troisième question, alors une autre question à la con qui vient de Michael Dumont, que tu aussi, ça sent les private jokes, hein. Donc Michael qu'on salue, hein, qui est venu participer à un bistrot avec nous, qui est le bienvenu quand il le souhaite, hein. Est-ce que tu peux mettre tapis avec 3 sur 7 dépareillés? Ça dépend si c'est avant le flop, au flop ou à la river. Oh là là. On est sur des gens sérieux, là, ça rigole pas. Ouais, c'est tout de suite… c'est un camoulox. 3 et 7, si tu as 4, 5, 6 au flop, ben oui, tu mets tapis, ça fait une suite. Voilà. Donc, c'est sûr que avant le flop, j'ai plus de chances de me retirer que de faire tapis. Alors, c'est technique, hein. Oui, on est passé de la pierre de Rosette au tapis sur un 3 sur 7. C'est toute l'immensité de la palette des bistrots d'Allée de l'Os. Ça me fait peur parce que si on pose des questions sur toutes les palettes que j'ai, l'émission de 40 minutes, elle ne va pas être suffisante. Ah ben, c'est pour ça que je disais, on est parti pour 4h52. Moi, j'ai eu des réserves. Je ne sais pas d'où ça vient, parce que il y a vraiment peut-être d'ici. Il y a une grande discussion à l'antenne, c'est pas très agréable. Donc, on va rentrer, malgré nos invités surprises, dans le vif du sujet. Donc, Lille, Monaco, donc on the beach. Oui. Je vais voir, c'est peut-être ici. Coupe ton micro en attendant, on va tester. Ah, c'est chez toi, Georges. A priori, Georges, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est chez toi. Donc tu vas dispenser de parole pendant ces 5 prochaines minutes. Hein. Le micro ne ment jamais, hein, c'est comme les chiffres. Hein. Donc, le temps de faire une Dupont de Ligonnès et tu reviens. Et sérieusement, les hommes mentent, ce n'est pas les micros. C'est l'émission la plus difficile à commencer depuis le début de la saison, mais je vais y arriver, hein, vous ne me perturberez pas comme ça. Non, tu patines. Un seul objectif, c'est terminer l'émission. Bon, laissez-vous à le cabache. On a parlé des stats du match. On va aborder le sujet un peu comme d'habitude. C'est-à-dire, je vous propose de faire un tour de table sur votre ressenti du match, sur le plan purement sportif. Ensuite, on verra les tops et les flops de chacun d'entre vous. Et ensuite, on évoquera finalement le fait marquant du match, c'est la réaction des supporters qui ont choisi finalement des réactions pour partie ironiques et pour partie des incantations évoquant un destin pour Jocelyn Gourvenec assez, comment dire, direct. Donc, on évoquera ça dans la dernière partie de ces tours de table. Donc, je vous propose donc de commencer par votre ressenti sur le match. Alors, peut-être, Julien, est-ce que tu peux nous… C'est moi qui commence. C'est dommage, j'avais une question à la con pour Michel. Ah bah vas-y, on n'est plus à ça près maintenant. Je voulais demander à Michel Titeka, est-ce que tu penses que si tu t'étais appelé Michel Titekien, tu te serais plus imposé chez les dogs? Bon, voilà. C'est une autre question à la con. C'est en ch'ti, ça vaut ce que ça vaut. Je ne pense pas que je me serais plus appelé pour ça. mais malgré j'y sois plus, j'ai vraiment passé des années extraordinaires dans ce club. Bon, en tout cas, j'ai une grande nouvelle pour vous. Moi, mon conducteur, je fais ça avec. Hein. Et puis voilà, on est parti en improvisation. On va pas se laisser marcher sur les pieds. Hein. Bon. Voilà, je commence. Vas-y, commence. Moi, ce qui m'a marqué, si je dois synthétiser ce match, c'est que j'ai vu une équipe en confiance à qui tout réussit.
puisque c'est le cas. Hein. Ils sont sur une tendance, les Monégasques, qui est complètement folle. On annonçait un entraîneur qui devait prendre la sortie. J'écoutais les émissions de radio, en particulier RMC. Roten qui demandait la mise au bûcher du coach monégasque. C'est un signe de Et qualité, finalement, généralement. et finalement, 8 victoires d'affilée, les mecs marchent complètement sur l'eau. Et les stats de Baptiste, finalement, le disent bien, parce que ça a été un match dans les statistiques plutôt équilibré. Et moi, je n'ai pas trouvé qu'on a été ridicule. Mais en revanche, tu vois que dans la tête, ça ne tourne pas très rond chez nos mecs et que physiquement, on est carbo. Ce qui n'est pas déconnant, parce que j'imagine que cette équipe, elle a été préparée pour un pic physique qui était plus sur les huitièmes de finale de Champions League et pas pour la fin de saison. Donc, on voit des mecs qui sont épuisés par la saison, par l'accumulation de matchs, épuisés par les rencontres internationales. Et cette fatigue, elle me semble tant physique que psychologique. Donc, ça, c'est la synthèse globale. Le match a été plutôt plaisant, d'ailleurs. J'ai pas vu un match fermé, un match peut-être moins dégueulasse que d'autres. Après, qu'est-ce qu'on loupe, quoi? Qu'est-ce qu'on loupe, qu'est-ce qu'on rate? Parce que des occasions, on en a eu. Des moments où Weah, Bamba se sont retrouvés dans des bonnes positions. Weah qui fait un tir en pivot foireux, c'est incroyable. Bamba qui met une frappe 10 mètres au-dessus. Tu dis, mais pourquoi il tire 10 mètres au-dessus? Je ne comprends pas. C'est incroyable de voir à quel point ces mecs ont la tête à l'envers et ils n'y arrivent plus. Donc, bon, évidemment, hein, le résultat de tout ça sur les réseaux sociaux, en tout cas, c'est des gens qui en veulent à Gourvenec et qui disent que c'est pas un meneur d'hommes et qui lui reprochent de ne pas réussir à remettre la tête de ces gars-là à l'endroit. Mais malheureusement, je pense que le mal est beaucoup plus profond que ça et plus profond qu'un simple discours de coach à l'avant-match ou à la mi-temps d'une rencontre. Michel, est-ce que tu rejoins cette analyse ou est-ce que tu as une vision un peu différente des grandes lignes de ce match? Je vais déjà revenir sur le premier propos de Julien qui m'a marqué. C'est pas oser parler de Roten. Moi, j'ai vu sa dernière saison à Caen. À ce moment-là, je travaillais au LOSC. J'étais scout vidéo. Il était le plus pourri des pourris sur le terrain. Et maintenant, depuis 3 ans, il se permet de donner des leçons à tout le monde. Mais cette personne-là, elle est honteuse. Elle est vraiment honteuse. Elle n'a rien à faire sur un plateau de télé. Moi, je préfère un mec comme Carrière qui parle de foot. Je préfère un mec comme Dugarry qui parlait de foot au début. Après, il est parti dans sa spirale avec l'autre connard aussi de Ménez, qui est parti complètement vrai, qui ne connaît rien au foot et qui a réussi à s'implanter dans le milieu. Je trouve ça totalement scandaleux. Donc, Roten, il ne devrait même pas faire partie des missions. Pour en venir à ce que tu as dit au niveau du physique, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais te donner un exemple concret, c'est le petit David. Le petit David, pour moi, il a peu changé de mentalité sur le terrain. En revanche, il est au devant de tout depuis 1 an et demi. Il était à Charleroi, il arrive à Lille, il fait une bonne saison, il marque des buts, il est vraiment important comme Bourak pour le titre de champion. La première partie de championnat, il est efficace en Ligue des Champions, il marque 12 buts. Il fait la qualification avec le Canada. Il fait 3 ou 4 déplacements entre septembre et décembre. C'est-à-dire que cumulé, je ne sais pas combien il a fait de matchs et combien il a fait de kilomètres entre septembre et décembre, ça doit être énorme. Là, c'est plus de 40 000, je crois. Plus de 40 000 en avion, juste pour la sélection canadienne. Mais c'est juste un bilan carbone dégueulasse. En bouffant des changements de créneau horaire, parce que le problème du Canada, c'est que je crois que tu es sur 5-6 heures de créneau horaire entre l'Est et le Canada, c'est 6, oui, tout à fait. 6 heures. Mais voilà, on ne peut pas tout expliquer, mais on peut essayer quand même de donner des raisons. Et pour moi, le petit David, il a toujours gardé une mentalité extraordinaire. Il y en a plein qui m'ont dit qu'il est déjà parti. Franchement, je trouve ça totalement crétin. Il n'est pas parti. Il donne encore, il essaie encore de donner, il fait encore des efforts de fou. Mais je pense qu'il n'a plus d'essence, malheureusement. Il n'a plus d'essence. Donc peut-être qu'il faudrait le gérer différemment. Là, je ne vais pas rentrer dans le domaine technique parce que pour rentrer dans le domaine technique, il faut avoir plus de connaissances. Il faut savoir comment il est à l'entraînement et ainsi de suite. Donc je ne vais pas me permettre de parler de ça. Mais je pense qu'il a cramé beaucoup d'énergie dans la première partie de championnat. Pour en revenir au match, franchement, je n'ai pas trouvé une équipe déstabilisée. Je n'ai pas trouvé une équipe qui était à l'abandon, qui n'avait pas envie de s'investir.
pour preuve les stades de Baptiste, hein, la possession, les duels. Alors, les duels, on peut les interpréter comme on veut. Quand tu as un duel avec Tchouaméni, c'est plus difficile de gagner que si tu fais un duel contre Bradaric. C'est pas. Non, c'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est pas dit. Non, mais c'est pas méchant ce que je veux dire, mais Monaco, c'est quand même une équipe très, très athlétique. C'est difficile de gagner des duels contre une équipe comme ça. Enfin, plus de duels contre une équipe comme ça. Donc voilà, je pense que Lille a joué avec ses armes. Elle n'a pas été récompensée. Elle a peut-être été maladroite, comme tu disais, Julien, peut-être un peu de maladresse. Mais après, la maladresse, c'est peut-être aussi une question de confiance. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent dans la réussite ou la maladresse. Mais moi, j'ai trouvé que cette équipe, elle était restée dans le tempo pour essayer de prendre des points contre Monaco. Est-ce que tu trouves qu'il y a tant de différences que ça dans le jeu déployé entre cette saison où on est mal et la saison dernière où finalement on est champion? Parce que moi, je vais te dire, moi, je ne trouve pas que sur le fond de jeu, sur ce qu'on a montré dans l'an dernier, on a été incroyable. Je n'ai pas toujours pris du plaisir à voir du beau football. En revanche, j'ai vu une équipe qui était d'un réalisme redoutable. J'ai vu une équipe qui avait une défense de fer avec peut-être le meilleur gardien du monde dans les buts. Ah, ça c'est important. Ça, je l'ai vu, mais je n'ai pas l'impression qu'on a un décalage stratosphérique entre l'an dernier et cette année. T'en penses quoi, toi, Michel? Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu as perdu un gardien qui a… Non, mais je parle du niveau, je parle du jeu déployé. Hein. Non, mais même le jeu déployé, moi, je n'ai pas vu de match. Excuse-moi, j'ai appelé ça une purge contre Metz. Ouais. J'ai trouvé un match très, très moyen contre Saint-Etienne. Ouais. Un match contre Bordeaux. Très, très moyen contre Bordeaux. Voilà. Que l'année dernière, tu avais quand même un jeu en, comment on appelle ça, en contre-attaque qui était beaucoup plus dynamique que ce qu'on a vu cette année. Je pense que l'année dernière, l'équipe a surperformé. Et cette année, elle a moins performé. Et en plus, elle a perdu Yılmaz Burak, qui est moins efficace. Et ce n'est pas dur de le dire par rapport à la saison dernière. Et tu as perdu un gardien qui t'a fait gagner 15 points l'année dernière. Et celui qui a joué en début de saison, Gebric, qui était le deuxième gardien de l'Atlético Madrid. Alors, je ne sais pas s'il s'est mis la pression. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y a une technique de gardien plus que limitée. Je trouve qu'il n'y a pas de jeu au pied. Et au niveau technique des mains, c'est très, très compliqué aussi. Donc, ne serait-ce que d'avoir un bon gardien et quelqu'un qui marque, ça te change tout au niveau de l'état d'esprit. La confiance. Moi, j'ai vu Botman, je ne sais plus quel match, quand Gebric a fait une bêtise, je ne sais plus quel match. Paris. Peut-être Paris. Il s'est dit, mais il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire, quoi. Donc, il y a cet aspect psychologique. On dit, une équipe, ce qui est vachement important, c'est la colonne vertébrale. Le premier du premier, c'est quand même le gardien. C'est quand même le gardien. Et je pense que s'il y a le même Maignan cette année, tu fais l'Europe. Juste ça, tu fais l'Europe. Parce que lui, il aurait mis en confiance sa défense, il aurait bougé sa défense, et les autres se seraient mis au diapason et autres. Mais c'est mon avis. Donc un joueur peut déstabiliser énormément, quoi. C'est sûr. Mais je crois surtout que dans le système fonctionnement de jeu entre Gerbic et Maignan, le décalage il était édifiant justement sur le fait que Maignan régnait quasiment sur 30-40 mètres, alors que Gerbic était quasiment planté tout le temps sur sa ligne. Même des fois derrière sa ligne. Oui. Mais c'est-à-dire que c'est exactement ça. D'ailleurs, on voyait souvent les deux défenseurs centraux complètement perturbés parce qu'ils pensaient voir arriver Gerbic, c'est-à-dire qu'ils couvraient le ballon, ils faisaient un écran, il n'y a personne qui arrivait. Fonte et Botman se sont retrouvés plus d'une fois. Et le fait qu'à force de travail, Mike Maignan, il est devenu ambidextre. Et ça, c'est incroyable, avec une qualité de relance pied gauche, pied droit. Quand tu es défenseur, ça veut dire que tu ne te poses même pas la question comment je mets le ballon à Mike. Tu sais qu'il va la renvoyer et qu'il va la renvoyer propre. Il y a combien de gardiens en France aujourd'hui ambidextres? Zéro. Il y avait Mike le dernier. Il y en a pas. Et je n'ai pas envie de faire son procès, mais pour en revenir à Gebric, c'est ça. Déjà, quand tu lui donnais sur son beau pied, c'était pas facile, alors quand tu donnais sur le… Non, mais il faut être objectif. Et je suis pas méchant avec ce que j'ai… Tu vois, je veux pas être méchant avec les personnes qui ont fait le même métier que moi ou qui font le même métier que moi j'ai fait. Mais c'est tellement flagrant qu'on est obligé de le dire, quoi. Ce gardien-là, mais je vais être méchant, mais je vais trouver aucune qualité.
L'émission suit son cours. Alors, j'ai deux remarques avant de passer la parole à Christophe. D'abord, si Gribic est moyen des pieds et moyen avec les mains, on se demande avec quoi il a arrêté le ballon lors de ses clean sheets. Je sais que ça va vous faire rire, mais c'est une private joke. Et deuxièmement, pour clore le chapitre Roten, il a toujours eu des propos violents, notamment quand il était chanteur des Sex Pistols. Et ça, je pique la blague à Georges, qui, je pense, l'a préparé. Je le voyais prêt à dire, mais c'est moi qui vais la faire en premier. Christophe, ton avis sur ce match? Moi, je trouve qu'on a une première demi-heure poussive où on avait vraiment du mal. Et après, on était plutôt bien dans le match. Et d'ailleurs, quand on a commencé à être bien, on a pris un but. Mais juste avant la mi-temps, après, la deuxième mi-temps est plutôt bonne. Après, on reviendra aux joueurs. Elle est plutôt bonne dans l'ensemble. Il y a quand même des joueurs qui sont en dessous de tout. On a parlé de David, mais c'est pas le seul. Et après, pour des raisons diverses et variées, je suis d'accord. David, pour moi, il devait se reposer en février ou mars, mais maintenant, il est trop tard. Et donc là, après, on reparlera de Gourvenec si on veut, mais bon, voilà, moi, je pense qu'il y a quand même des choses à dire. Et donc, du coup, la deuxième mi-temps était mieux, elle s'est jouée à rien. En fait, je pense que si Celik, il a aimé la balle en pleine lucarne, ça fait 2-1 pour Lille, et je pense qu'on peut gagner ce match. Et voilà, ça a tourné, ça a mal tourné. Et le deuxième but de Tchouaméni, on est un peu en retard sur le pressing parce qu'on sait qu'il a déjà marqué un but et on le laisse tirer. Et la balle, elle a fait une superbe trajectoire, elle vient à ras du poteau. Enfin, c'est compliqué, mais voilà, on a eu quand même des belles satisfactions. Il y a quand même eu en deuxième mi-temps des belles entrées qui ont mis du jeu. Il y a eu des occasions, il manquait un petit geste pour que ça marche, mais dans l'ensemble, c'était pas si mal que ça. On a parlé des purges qu'on avait vues. Ce match-là était plutôt bien, quoi. Georges, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à Oui, ces précédentes analyses? très brièvement, je crois que c'est un peu dans la continuité. Alors, j'ai envie de dire que ce match, j'en attendais pas grand-chose entre une équipe qui est complètement démobilisée et une autre qui était censée être en pleine bourre. Et finalement, moi, la déception, elle était plus sur la prestation monégasque, qui était une équipe que j'imaginais beaucoup plus conquérante, finalement, qui gagne le match sur les deux buts d'un joueur extraterrestre, avec deux buts venus de nulle part, qui sont deux buts somptueux. Mais le collectif monégasque, moi, m'a particulièrement emmerdé sur cette partie. Et c'est vrai qu'il y a eu. Alors, on ne revient pas sur la première mi-temps qui était ennuyeuse, mais il y a eu, au moment de la rentrée en jeu, notamment de Gomez et Xheka, il s'est passé un truc, quoi. Sheka, il n'a pas joué Sheka. Zegrova, excuse-moi. On parle de Lille Monaco 2022. Voilà. Et là, on a une vingtaine de minutes de jeu où ça a été particulièrement agréable, c'est-à-dire qu'il y a l'égalisation. Il y a clairement un moment où on prend l'ascendant. Il y a du vrai beau jeu, on pouvait passer devant. Et puis, voilà, Tchouaméni nous coupe les pattes, ce qui fait que derrière, ça nous flingue un petit peu. Mais vraiment, je retiendrai ça. Je n'attendais pas grand-chose de l'équipe lilloise parce qu'on l'a senti sur les derniers matchs, ça y était plus. Et quelque part, ce que j'ai trouvé très rassurant aussi, c'est que c'est pas mal des joueurs dont on sait qu'ils seront encore lillois l'année prochaine, qui ont su animer ce temps de jeu-là. Comme si enfin la passation de pouvoir que j'avais évoquée sur les derniers matchs arrivait enfin. Tu penses à Diallo qui a bien animé le match? Non, pas forcément. Même en dehors de sa boulette, et encore une fois, le faire jouer à gauche, sur son objectif, je trouve que c'est un endroit vraiment. C'est pas possible, c'est de ce côté-là, quoi. On voit qu'il joue toujours à l'envers, le malheureux. Mais non, je pense à Onana, je pense à. Bah oui, hein, je pense à Onana, je pense à Angel Gomez qui est rentré, à Zegrova, je pense à ces gens-là. Et même, non, je te dis, Diallo, pour moi, le problème, pour le coup, s'il y a un truc que je reproche à Gourvenec, c'est d'insister à gauche, alors qu'on voit clairement qu'à gauche, il joue contre nature, Diallo, quoi. Donc, je vais revenir par rapport à ce que tu dis, Georges. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que Bradaric, c'est pas ma tasse de thé, mais tu peux faire jouer celui qui arrive à la trêve latérale gauche et trouver un joueur un peu plus offensif, couloir gauche. Que là, en fin de compte, Diallo, c'est un titulaire nulle part. Donc, en fin de compte, parce que là, pour moi, c'est pas un joueur supérieur aux autres qui jouent derrière. Donc, il remplace dans l'axe quand il en manque un, il remplace à droite quand il en manque un, et il remplace à gauche quand il en manque un. C'est pas un joueur de talent. Hein.
Défensivement, il est capable d'avoir un investissement, une agressivité, ainsi de suite. Mais avec le ballon, c'est quand même très, très compliqué. Alors, par rapport à ce que tu disais, Georges, encore plus à gauche. Ben oui, ben oui. Et c'est pour ça que je dis, on en parlait avant l'émission avec François. Gourvenec, je pense qu'il faut encore du temps pour vraiment dire si c'est pas l'homme de la situation ou si ça l'est. Je pense qu'on a été trop vite avec lui. En revanche, sur ces compositions d'équipe, et je me répète, je fais attention à ce que je dis parce que moi je suis pas dans la semaine d'entraînement, voilà. Mais faire jouer un Gudjohnsen latéral gauche et mettre un joueur à vocation offensive excentré gauche, que ce soit Bamba ou autre, ou Zegrova, il y a possibilité de changer l'excentré gauche. Gomez, par exemple, même si c'est pas trop ma tasse de thé non plus, je vais peut-être me tromper, l'année prochaine, il va peut-être exploser. Je veux bien tout accepter, tout entendre, parce que le foot, c'est très, très difficile à voir sur les années suivantes. Mais voilà, je trouve que Diallo, c'est pas un joueur titulaire à un poste. Et en plus, quand on le met dans un endroit, sur un poste où il est encore plus en difficulté, naturellement, tous ses défauts ressortent. Alors, je vous propose de revenir à Baptiste qui a évoqué le quantitatif du match, mais qui n'a pas trop donné son avis sur le qualitatif. Donc, j'attends ton point de vue. Ensuite, je te repasserai la parole, mais j'ai 2-3 petites questions à poser à Michel de la part de certains internautes. Vas-y, Baptiste. Au niveau du qualitatif, du coup, ouais, c'était un beau match, entre guillemets. Hein. Je pense que, de toute façon, Christophe l'avait dit, on a eu façon de temps fort. Et après, on a eu 2 buts qu'on se prend. Après, on fait pas un match dégueulasse. J'ai trouvé certains, alors pas ici, hein, mais certains avis autres qui étaient assez dénigrants envers l'équipe. Alors, bien sûr, c'est un surplus ce match. Maintenant, bon, la défaite, elle est certes significative. Maintenant, je pense qu'honnêtement, ce match, si on le gagne, il n'y avait pas mort d'homme. Voilà. On se prend 2 buts malheureusement malheureux par un Tchouaméni exceptionnel, mais sinon on aurait pu gagner ce match si seulement on avait été plus réaliste. Alors, j'ai une question sur les réseaux sociaux pour toi, Michel. C'est une connaissance du bistrot et une connaissance aussi de toi. Il n'y a que des amis à toi qui regardent l'émission. C'est Damien Beaune de la fameuse page Drogue, bière et complot contre le LOSC qu'on lit régulièrement au bistrot d'Alain Le LOSC. Michel, tu faisais partie de l'équipe de Rouen qui a éliminé Lille en coupe en 1993. Est-ce que tu peux citer 3 Lillois qui étaient sur le terrain? Alors, mon adversaire direct, c'était Galtier. Ah, énorme. Parce que c'était le jour de la naissance de son fils. Après, ensuite, il devait y avoir... Ça avait altéré son niveau ce jour-là ou pas du tout? Je me suis blessé au bout de 20 minutes, donc je ne sais pas si c'était un bon défenseur. Non, je blague. C'est pas lui qui t'a blessé? Non, je pense pas que... Non, j'ai des bêtises, j'ai joué tout le match. Hein. En fin de compte, on les a battus 1-0, passe décisive de Michel Titoka pour but de Vernet Bogart, il me semble. Donc, il y avait Galtier. Il y avait... Ah non, j'ai des bêtises. Galtier, c'est quand on s'est fait éliminer 1-0. Donc, il n'y avait pas Galtier en 93. Il y avait beaucoup de jeunes. Je me demande s'il n'y avait pas... Il y avait des Danois. Dans les buts, il n'y avait pas Nadon. C'est à peu près l'époque. Hein. C'est à peu près l'époque. Ouais, parce que lui, j'étais à l'armée avec lui, donc je connais un petit peu. Si c'était en coupe, ça pouvait être Loris là aussi dans les buts, non? Non, Cello, j'ai jamais joué contre lui. Lui, il a été prêté à Valenciennes en D2, mais je pense qu'il n'a pas fait de match en L1. Et je le salue s'il nous écoute, Cello. Franchement, c'est difficile pour moi de répondre à cette question. Il n'y avait pas Père Franzen? C'est l'époque 93. C'est quoi? C'est quelle année? 88? 93. 13. Fiard est déjà parti. C'est l'année où on a fait un 16e ou un 32e de finale contre la célébrissime équipe de Marseille. On a perdu sur un penalty où il y avait faute 2 mètres à l'extérieur de la surface. Et qui était arbitré par M. Bata. Le problème, c'est qu'ils viennent avec l'arbitre. T'as Assadourian qui peut être là, c'est clair. Assadourian est là. Oui, Assad. Je crois qu'il y avait encore Père Franzen. C'est l'époque où il y a l'Uruguayen qui arrive, là, qui a fait fureur après dans le national. Borges. Edgar Pampa Borges. Edgar Pampa Borges. Donc, je sais que le célébrissime Bonne que j'ai connu quand on est parti avec les anciens dogs
À Londres, il connaît tout sur tout. Il est juste énorme. Donc, je m'excuse, mais je ne connais pas la réponse. Alors, ils commencent à réagir parce qu'on a une association qui s'est créée entre Marc et Damien. Donc, on cite, alors je leur fais confiance, hein, je n'ai pas eu le temps de retrouver. Donc, Anderson devant, non? Il n'y avait pas Kenneth, puisqu'il fait la Coupe du Monde en 80. Non, il arrive après. Il arrive après de Caen. Il arrive après de Caen. Il arrive saison 93-94, Kenneth Anderson. Ah là, on parle de 92-93. C'est ça, ouais. Ok. C'est l'année avec les grandes affiches, un grand loge que c'est premier. Je crois qu'ils avaient marqué moins de 10 buts sur les matchs allés de la saison. On se faisait chier comme des rats morts, quoi. Avec Edgar Pampa Borges qui avait été. Alors, sur les réseaux, on parle de Nadon, d'Oleksiak, de Leclerc, de Tilly, de Rollin. Oui. Donc, Olegziak, il y a Dieng, Assadourian, Borges. Dieng qui avait été prêté à Louan Cuiseau. Alors, Bonaler, non? On a évoqué Damien et sa connaissance académique finalement du LOS. Il nous donne la composition. Nadon, Tilly, Olegziak, Rollin, Leclerc, Frissansen, Dieng, Borges, Assadourian, Ndiaye, Bray, plus Nouma et Brisson. Pascal Brisson, incroyable. Pascal Nouma, ancien Lensois. Et justement, dans l'équipe de Rouen, il y a des connaissances aussi à l'époque. Tu peux les citer? Franchement, on avait vraiment des bons joueurs de L2. Il y avait Jean-Pierre Horst qui est le plus connu. 200 buts en L2. Il y avait un Lillois aussi, un joueur qui a fini à Lille, ou qui avait été à Lille avant, je ne sais plus. Bien sûr, mon ami Roger. Tout à fait. Roger Itoto. Il y avait Jean-François Slarex, Jean-François Richard. Dans les buts, ça devait être le Chevalier. Celui de Valenciennes? Pardon. Non. C'est pas le même, c'est pas Teddy. Au milieu, il y avait Itoto. Il devait y avoir peut-être un Allemand de l'Est qui s'appelait Borert. Devant, il devait y avoir... il y avait peut-être aussi Pascal Pelletier, un ancien Lensois. Van den Bogart, Horst, peut-être Giguel, peut-être Saulois. On ne doit pas être loin de tout ça. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas justement, on parlait de Lensois, quelqu'un qui défraie un peu la chronique à Lens en ce moment? En tant qu'entraîneur, notamment. Ah, c'est mon ami Francaise. Ah oui, je l'ai oublié, ce petit Franck. Une personne extraordinaire. Et d'ailleurs, il le prouve dans tout ce qu'il fait, dans tous les interviews qu'il fait. C'est un homme majestueux, magnifique. Lui, il mérite des médailles. Il n'est pas au trophée UNFP. C'est vrai. Il n'est pas au trophée UNFP de meilleur entraîneur. Il a le 16e budget de Ligue 1 et il va finir top 6. Alors, je ne vais pas rentrer dans des choses qui pourraient faire mal aux oreilles de certains. Après, moi, franchement, je suis là pour dire ce que je pense sans arrière-pensée. Je suis méchant avec personne. Mais je pense qu'il y a quand même dans ces réunions, que ce soit les meilleurs joueurs, les meilleurs entraîneurs, il y a quand même un petit peu de business. Il ne faut pas se le cacher. Ah ouais, pourquoi il n'est pas là? Moi, ce que je prendrais cette saison, c'est l'entraîneur de Strasbourg qui a fait un boulot fantastique. Il est dedans. Je connais pas les nommés. Je prendrais Genesio, non? Celui de Rennes. Genesio, ouais. Il est dedans. Voilà. Pourtant, lui, on l'a pourri quand il était à Lyon. Il est parti au Canada. Il est revenu. Et là, il fait mais c'est Roten qui le pourrissait, Michel. Pardon? C'est Roten qui le pourrissait. Mais oui, mais il n'y a pas que lui. Puis après, il a Martin Terrier, c'est facile. On ne se connaît pas, mais tu ne vas pas commencer à m'énerver. Si on parle de Roten et de Ménès, ça ne peut pas le faire. Ça peut pas le faire. C'est des personnes qui nuisent au foot. Voilà, tout simplement. Donc, on en était où là? Tu m'as perturbé, Christophe. On était au trophée des entraîneurs et on avait cité Stéphane et on avait cité Genesio. Voilà, après tout est subjectif. Les meilleurs budgets. Pardon? Camboiré, non? Camboiré dedans. Camboiré depuis la victoire en coupe. Au moment où il a été nommé, c'est-à-dire il y a un mois, c'était. Non, mais il joue bien au football quand même. Moi, j'aime bien ça, les mecs qui jouent bien au foot. Camboiré, il a été chambré depuis 10 ans parce qu'à partir de 14h, il va jouer au golf. Qu'est-ce que ça peut faire? Non, mais c'est sérieux ce que je dis. Moi, je trouve pas que c'est un défaut.
Je trouve Là, pas il que a c'est un remonté défaut. Arminante qui était Arrête-toi, c'est midi, François. Arminante qui était au fond du trou avec un entraîneur qui n'en était pas un, parce que j'ai des personnes, enfin, je connais encore quelques personnes dans le milieu du foot qui m'ont parlé de cet entraîneur qui a fait 2 mois au FC Nantes. C'est tout à fait scandaleux. Ce Domenech, il n'avait rien à faire dans un club de foot. Il devait Ni même dans pas une accepter équipe la promotion nationale. qu'il Hein. avait faite. Pardon. Après, il a quand même été en finale de l'Euro 2006. Il a fait revenir des personnes qui ne voulaient plus venir. On peut pas tout. En sélectionneur, je mettrais un bémol, même si il n'a pas tout bien fait. Mais je mettrais un bémol quand même. En revanche, en tant qu'entraîneur, quand tu n'as pas entraîné depuis 20 ans, le faire venir avec toute l'évolution qui a été faite depuis 20 ou 25 ans, ça pouvait pas être un bon choix. Ouais, mais sa femme avait 40 ans à l'époque, hein, donc on pouvait se mais dire qu'il était resté vert. Hein. Ouais, mais il est plus avec. Maintenant, il est devenu très mûr. Il est passé de vert à jaune. Ou trop mûr. En tout On cas, avance bien sur le sujet de Monaco. Hein. Oui, oui, Franchement, ton émission, elle est tenue d'une main de maître. je vois que vous avez tous remarqué que j'ai foutu mon conducteur à la poubelle et vous en profitez. Ce Trophée n'est pas UNFP. gentil. Ce n'est pas gentil. Et surtout que vous n'avez pas cité le grand absent du trophée des entraîneurs, c'est Jocelyn Gourvenec, qui a quand même été le dernier entraîneur de club français qualifié en Coupe d'Europe et qui a gagné, je vous rappelle, le trophée des champions, qui est le trophée le plus remarquable du football français, donc en début de saison, parce qu'il faut le gagner tout de suite, il faut être efficace avant même le début de la saison. Donc, c'est un grand oubli et c'est vraiment un scandale. Un trophée que le RC Lens n'aura sûrement jamais. Un trophée RC Lens. Pardon, excusez-moi. Je vous propose d'arrêter d'être méchant avec le RC Lens parce que, notamment. Après tout le bien que Michel vient de dire de Francaise, franchement. C'est vrai. Et puis mais je pense que tout le monde le pense. Même beaucoup de Lillois, ils ne le disent pas, mais ils le pensent aussi. Et puis cette semaine, c'est quand même une semaine qui est remarquable pour le RC Lens. C'est le retour de l'Europe à Bollaert avec le match Racing 92 contre La Rochelle. Et il fallait souligner l'événement. C'est vraiment Racing tous à Bollaert dimanche à 16h. Il n'y a pas de raison. Moi aussi, je m'en fous de mon conducteur. Allez, on est parti. Bon, il n'y a que les Racing. Hein. Baptiste, ton top et tes tops et tes flops. Vas-y, je t'écoute. Alors, au niveau de mes tops, je vais rester sur 2 entrées d'André Gomes, le buteur qui aura apporté du sang frais, et Don Jeglova. Il, comme à son habitude, quand il est devant la tribune nord en tant que milieu droit, met le feu, percute, et c'est ce qu'on a besoin. Du côté de Monaco, je pense que tout le monde mettra ce joueur en avant, mais c'est Aurélien Tchouaméni. Du côté des flops, je vais me réserver, je vais laisser mes collègues parler, mais pour moi, le vrai flop, c'est la déclaration de Sven Botman. Je ne sais pas si on va pouvoir revenir dessus, mais cette déclaration, elle est totalement ignoble. Je cite, « Ils peuvent dire ce qu'ils veulent », donc par rapport aux supporters, venir au match pour être supporter. Sinon, restez à la maison pour avoir votre opinion, mais dès le début, ils soutiennent les adversaires. Cette déclaration, elle est totalement ignoble. Quand on sait que ce mec, ça fait plus de 6 mois qu'il est en train de discuter avec l'AC Milan. Donc, je ne sais pas si on aura le temps de revenir, mais moi, je suis fort énervé contre Sven Botman. Je suis fort énervé. En plus, il parle belge maintenant. Je suis fort énervé. On en parlera. On a notre petit Powells. On en parlera tout à l'heure quand on évoquera justement l'attitude des supporters. Mais il faut simplement noter à ce stade de la conversation que Sven Botman est tout à fait mûr pour devenir s'inscrire au syndicat des chasseurs qui, je rappelle, invite les gens qui se promènent en forêt à aller se promener chez eux pour éviter les balles perdues. Christophe, est-ce que tu peux nous faire part de tes flops et tes tops? Mes flops, c'est David et Bamba. Je pense qu'ils n'auraient pas dû jouer ce match. Hein. Je pense qu'à un moment donné, un entraîneur doit faire des choix et si les joueurs sont fatigués et qu'ils ne sont pas bien, il faut en faire jouer d'autres. Donc, je mettrai un flop aussi à Gourvenec parce que je pense qu'il doit faire des choix et qu'il ne les fait pas. Et ça fait 6 mois que c'est comme ça. Et moi, je n'étais pas négatif avec Gourvenec au départ, mais il m'exaspère. Il n'y a jamais d'idée, c'est pénible. Et je sais, Michel, je ne suis pas dans le vestiaire, mais il n'y a jamais d'idée. Il ne sort jamais rien. On avait Puel, on avait Vaïd, on avait... Garcia, je ne changeais jamais rien non plus, mais il y avait des bons joueurs, donc c'était plus facile. Mais voilà, il y avait des entraîneurs qui sont un peu plus créatifs que lui, quoi. Et donc après, je dirais Bamba, je disais Bamba David en flop. En top, je mettrais un top à, je mettrais un top à André parce qu'il a fait une première demi-heure vraiment pas terrible et l'heure de jeu qu'il a faite derrière, elle était très bonne. Je reviendrai après sur les flops aussi. Alors, je mettrai quand même un flop à André et à Fonte et à tous ceux qui s'énervent sur l'arbitre. Ça ne sert à rien.
vous énervez contre l'arbitre, vous allez prendre des cartons et vous allez rater des matchs encore. Enfin, il ne reste plus que 2, mais ça ne sert vraiment à rien de vous énerver sur l'arbitre. De toute façon, l'arbitre, il a raison. Donc, si on s'énerve, on prend un carton et on ne gagne rien à s'énerver. Donc, c'est complètement con. Donc, pour ça, et je mettrai un top à Gomez, parce que Gomez, il a fait quand même une superbe entrée, je trouve. Et il a joué comme on ne joue pas souvent à Lille ces derniers temps. C'est qu'un point entre les lignes devant, chercher des relais et même faire des relais dans la surface. Malheureusement, ça n'a pas toujours été très abouti dans la réalisation, mais je trouve que ça a mis du danger et ça a vraiment changé le jeu qu'on voit ces derniers temps à Lille. Michel, est-ce que tu peux nous Ben, faire moi, part de... moi, défensivement, je viens toujours, ça revient assez fréquemment, c'est les deux latéraux. Défensivement, c'est compliqué pour Selic et aussi pour Diallo, mais on a expliqué la raison pour laquelle c'était difficile pour lui, parce qu'on le met à toutes les sauces. Donc voilà, après Selic, il apporte offensivement, ça on peut pas le nier, mais je trouve qu'en 1 contre 1, dans l'aspect défensif, c'est compliqué. Et je vais vous surprendre, parce que j'aime bien surprendre. Il y a un joueur depuis le début de saison qui me chagrine un petit peu, et pourtant il est capitaine. Je trouve que dans l'état d'esprit, par rapport à ses partenaires, il n'est pas du tout positif, c'est Fonte. Je trouve qu'il est agressif dans certains matchs avec ses partenaires. Il est beaucoup moins positif que les 2 années qu'il avait effectuées précédemment. Il fait encore son taf, hein, je n'enlève pas ça, même si c'est moins efficace que les années précédentes. Mais je le trouve beaucoup moins positif maintenant que les années précédentes. Bah, il a l'air d'avoir, je me permets, il a l'air d'avoir un ras-le-bol aussi du côté de José Fonte. Moi, je le vois à chaque fois qu'une décision est prise, je vais dire envers son équipe, à chaque fois, je le vois mais applaudir l'arbitre, mais comme ça, mais 3 fois. Donc, j'ai l'impression qu'il se fout un peu de la gueule de l'arbitre. Pour moi, il y a vraiment je ne vais pas dire il est en colère à chaque fois, mais il y a un problème réel de José Fontelos, qu'il y en a marre, c'est pas possible. Non, il en a marre de l'arbitrage. Il a l'impression d'être sous-arbitré ou mal arbitré. Mais il l'a dit plusieurs fois. Hein. Où il Ouais, a mais l'impression d'avoir toujours les bonnes idées, ou que la manière dont il pense, elle est toujours la meilleure. Ou est-ce que c'est Et pas moi, je ne vais pas aller justement... plus loin je vais pas aller plus loin comment je peux dire, concernant Fonte, mais j'ai eu des retours très proches du groupe pro qui confirmaient quand même que c'était pas toujours une personne très très positive. Est-ce que ça peut Voilà, pas être lié? c'est un scoop. Est-ce que ça peut pas être Merci, lié? Michel. On évoquait notamment la nervosité de Fonte, mais aussi la nervosité du groupe au sens large, joueurs, dirigeants. Est-ce que c'est pas forcément aussi lié au fait que comme ça tourne un peu moins rond cette année, bah, tout le monde finalement a une certaine frustration et ça ressort finalement sur les réactions qu'on peut avoir en cas de coup dur? Mais naturellement, c'est des compétiteurs. Donc, quand ça marche moins bien, l'année dernière, on n'avait pas ces attitudes. Ils arrachaient des matchs, même pas toujours maîtrisés, mais ils arrachaient des matchs. Et on avait dit en préambule que l'année dernière, ils avaient surperformé, ils avaient eu de la réussite, ils étaient allés chercher la réussite aussi, que cette année, ils vont moins la chercher. Donc, quand tu vas moins la chercher, automatiquement, tu l'as moins. Et je pense que cette frustration vient de ça, quoi. De plus être capable de renverser des choses, voire même pas avoir de réussite. Je vais me contredire aussi quand je vois le match de Lille à Lyon, le match gagné 0-1, si ça c'est pas un hold-up, je sais pas comment on appelle ça, quoi. La réussite. Et la réussite avec l'arbitrage, et on en passe. Plus, ouais. Et Dieu sait, vous commencez à me connaître, Dieu sait que je suis supporter du LOSC de A à Z. Mais après, il faut être capable d'être objectif. Et ce match à Lyon, tu te demandes comment tu le gagnes, quoi. Franchement, tu te demandes comment tu le gagnes. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, parce qu'il n'y a pas beaucoup qui ont parlé de ce joueur-là, autant vraiment il était pour moi une personne de confiance et respectée et respectable les 2 premières années où il était là, autant cette année, je le trouve moins dans l'esprit. Je vous rappelle que le Bistrot des LOSC est une émission interactive. Vous pouvez nous faire part de vos tops et de vos flops sur les commentaires de la page Facebook. Parmi ceux-ci, on a Marc qui nous dit qu'il a bien aimé la rentrée de Liadji. Je sens une pointe d'ironie dans son propos. Oh.
Georges, est-ce que tu peux nous faire part de ta sélection? Donc les tops, les flops à Lille, voire à Monaco, s'il y a des joueurs que tu as repérés. Écoute, non, sur le terrain, tout a été dit à peu près. Donc, moi, je vais essayer d'aller chercher ailleurs. Les tops, moi, j'ai bien aimé la tribune VIP avec Jean Dujardin et Luis Mariano. On en parlera juste après voilà, en détail. et au niveau du flop, le rousty de mon hamburger qui n'était pas très croustillant, et franchement, là-dessus aussi, il pourrait se fouler un peu plus, quoi. Donc, j'ai pas mal sifflé les restaurateurs. J'ai demandé la démission du chef, quoi. Vraiment, c'est pas fameux. Donc, après, je pense que sur le terrain, tout a été dit. Voilà. Tu veux même pas donner un petit prix au gardien de Monaco? Je te tends la perche. Je sais même plus son nom. Il doit y avoir... Nouvelle. Nobel. Tu n'es pas très concentré, Georges. Non, mais oui. Julien, est-ce que Nobel. tu veux nous faire part de ta sélection? Bah, écoute, les flops, comme tout le monde, hein, David Bamba qui sont cramés, usés et pourtant qui courent. C'est pour ça que les mouiller le maillot, c'est déplacé. En tout cas, c'est pas la bonne phrase parce que Bamba, il rate tout, mais il n'arrête pas une minute. Donc, tu peux pas lui David, reprocher pareil. de ne pas y aller. Il n'arrête pas. Et David aussi, il tape des bornes, il tape 12-13 bornes. Et il n'y a pas un mec qui court plus aujourd'hui. Donc, les gars sont pas là. Ils sont cramés, je pense, surtout psychologiquement. Et Diallo, il a des circonstances atténuantes, c'est un central. Et si Fonté devait rester, moi, j'ai plutôt hâte de voir l'association Diallo-Fonté. Je suis pas sûr que ce soit complètement déconnant. Ce sera jamais aussi fort que Fonté-Botman, mais c'est peut-être pas forcément déconnant. Et dans les tops, contrairement à Michel, moi j'ai bien aimé Selic. Alors pas pour l'aspect défensif, ce serait pas malin de dire ça. Mais sur l'aspect offensif, j'ai bien aimé son apport parce qu'il n'a pas toujours été aussi haut durant les matchs. Et je pense que si on a été un peu virevoltant et un peu plus avec du beau jeu, on a parlé de beau jeu en deuxième mi-temps, c'est pas mal grâce à Selic. Donc j'ai bien aimé. Botman toujours, parce qu'il est impérial, il a fait des tacles incroyables, il joue du gauche, du droit, enfin bon, il est toujours aussi fort. Et j'ai bien aimé Onana pour sa deuxième mi-temps, pareil, son apport offensif, ce qu'il a apporté dans le jeu, dans la verticalité du jeu pour sa deuxième mi-temps. Si je m'en tiens à la première, je dis pas Onana. Dans les tops, je mets aussi l'arbitre, parce qu'on l'aurait beaucoup tombé dessus. Et je pense que si on a vu un match agréable, c'est que le Texier, il a plutôt bien tenu son match. Alors, c'est un peu gueulé, il y a eu des contestations, mais dont Fonté d'ailleurs, mais pas forcément complètement justifié à mon sens. Le match était tenu. Et puis le dernier top, c'est pour le public, parce qu'il y avait encore une fois 39 000 personnes face à un spectacle qui quand même, Metz, Saint-Étienne, Bordeaux, ce qu'on voit en ce moment, pour être 39 000 au stade, il faut avoir le cœur accroché. Et pourtant, le stade, il est toujours rempli. Et ça, quoi qu'en disent nos voisins avec leur ferveur intergalactique universelle, on fait quand même 39 face à Monaco, et alors que ça joue très mal chez nous, quoi. Merci pour cette transition. Il est 21h30 déjà, on a été très bavard et je pense qu'on est parti pour le record. Un quart de l'émission. On est parti pour le record ce soir. T'as rien prévu ce soir, Michel, hein? T'as pas une émission de télé, t'as pas le dessert à prendre? Non, au pire j'enregistrerai. Non. Donc, avant de passer au dernier tour de table, justement sur ce fait marquant du match qui est la réaction du public, alors qui a réagi de deux façons, hein, une façon un peu ironique et une façon un peu plus vindicative. Je voulais lancer finalement le concours de la semaine pour être débarrassé, surtout que je n'avais pas préparé de questions et elle est venue au fil de l'eau. Alors, je vous rappelle le principe, vous réagissez sur les commentaires de la page Facebook Allez le LOSC. Le premier qui donne la bonne réponse remporte une place en tribune active pour le dernier match de championnat, Lille-Rennes. Alors, la question, elle est simple, on en a parlé tout à l'heure, et je parle sous le contrôle de Michel. Lors de l'élimination du LOSC par Rouen en 1993, sur le score, si je ne m'abuse, de 1-0, qui était l'auteur de la passe décisive? On l'a dit en plus. Oh, c'est facile, hein. Oui, mais écoute, il faut bien donner des places, sinon Oh, après, il n'y aura plus c'est personne au cadeau. stade et on va se faire chambrer par les Lensois. Nouvelle question, qui en veut? Pas toutes les semaines. Les bonnes blagues ne se refont pas toutes les semaines. Voilà, donc je vous laisse répondre. Le premier qui donne la bonne réponse remporte cette place pour assister au match Lille-Rennes avec le bistrot d'Allez le LOSC. Le pauvre, il va être obligé d'entendre nos blagues pendant
1h30, mais c'est pas grave, on fournit les boules caisses. Donc, dernier tour de table, réaction du public. D'une partie, on a vu des comportements finalement vindicatifs vis-à-vis notamment de Jocelyn Gourvenec. On a vu des comportements ironiques des supporters dans la tribune avec des supporters qui mimaient des vacances. Je rappelle que déjà à Troyes, il y avait eu des réactions un peu ironiques en deuxième mi-temps des supporters troyens, des supporters lillois, pardon, qui ont entamé quelques chants sur l'air des lampions. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces réactions? Je vais commencer par toi, Michel. Comment tu l'analyses, toi qui es un ancien professionnel? Est-ce que tu penses que c'était constructif ou est-ce que tu penses que c'était une bonne façon de réagir pour les supporters lillois? Non, je trouve pas du tout ça bon, pas du tout, bon du tout. Non, on peut pas avoir adulé une équipe pendant 12 mois la saison dernière. Les 6 premiers mois où ils font quand même un huitième de finale de la Ligue des Champions, et à partir du mois de février, tout mettre à la poubelle, quoi. Sincèrement, je trouve ça scandaleux. Ils respectent pas les joueurs. On parlait des joueurs qui mouillaient le maillot. J'entends ça pendant les matchs. On est en train de parler de Bamba et de David. C'est ceux qui courent le plus. Certes, ils sont pas efficaces. Certes, ils sont moins bons, mais ils sont quand même dans l'esprit. Donc, je pense je vais certainement me faire beaucoup d'ennemis, mais je pense qu'on écoute trop le public. On écoute trop le public, et je pense que le public, il n'est pas connaisseur. Le public, il faut qu'il soit là, parce que c'est vachement important qu'il y ait un public. Comme il disait, ils étaient encore 39 000, donc ça se respecte. En revanche, de faire des pancartes, de vouloir virer Gourvenec, alors que Gourvenec, c'était certainement pas le premier sur la liste, mais il y a quand même eu le courage de venir. Il y en a plein qui ont été demandés, qui ne sont pas venus, parce qu'après un titre, c'est compliqué. Donc, il ne faut pas oublier ça non plus. Donc, arrêtons de donner trop d'importance. Ils sont importants, mais arrêtez de donner trop d'importance dans les choix d'un club aux supporters. Je parle ça pour Lille, je parle ça pour Marseille et pour plein d'autres, quoi. Et aussi les médias. Les médias veulent faire la pluie et le bon temps. Il y a quelques années, je vais revenir à mon copain Ménez, je ne devrais pas le citer, mais je vais quand même le reciter. Il y a une saison, à lui seul, il a viré 3 entraîneurs. Il a viré celui qui était à Toulouse, l'ancien gardien de but, vous allez m'aider. Casanova. Il a viré René Girard, alors que Dieu sait, pour ceux qui connaissent René Girard, c'est une top personne. C'était le seul entraîneur du LOSC qui, tous les vendredis, faisait tous les services pour discuter avec eux. Et après, il a super formé aussi, il a fait 3e, avec une équipe plus que moyenne. Et le 3e entraîneur qui a été viré, c'est Francis Gillot. Donc, je pense que les clubs écoutent beaucoup trop le public et la presse. Parce que la presse, maintenant, ça prend énormément d'importance dans tous les sports de haut niveau, et en particulier le foot. Donc voilà, je trouve qu'ils continuent à supporter, parce qu'ils sont capables de faire, ils ont été capables de transcender des équipes dans beaucoup de matchs. Mais après, laissons faire les techniciens, l'équipe, et laissons aux supporters d'être supporters. Alors, tu cites dans ton analyse des faits surtout les réactions véhémentes des supporters. Qu'as-tu pensé de la réaction un peu plus ironique, en fait, qui était… Alors moi, je la traduis comme ça, parce que moi, j'ai trouvé ça assez drôle, parce que finalement, il y a une grosse déception, à la fois, j'imagine, du club, mais surtout et aussi des supporters de cette fin en queue de poisson de championnat, avec une incapacité chronique à pouvoir finalement arriver à obtenir le maximum du groupe. Hier, j'étais dans l'émission COP Nord, et j'évoquais justement la différence entre l'année dernière et cette année. C'est que l'année dernière, les joueurs étaient à 120% de leur capacité, et ils arrivaient à aller chercher notamment ces buts en dernière minute, à aller remporter la victoire, alors que cette année, finalement, pour des raisons
qu'on analysera peut-être après, et ils n'arrivent pas à dépasser les 80%, et c'est cette perte de 20%, voire de 40%, si on compare par rapport à l'année dernière, qui fait que il manque ce petit plus qu'on évoquait tout à l'heure, et qui nous coûte des points contre les gros, contre une grosse équipe de Monaco, même si elle n'a pas été aussi performante qu'on pouvait le craindre, et aussi contre des clubs plus abordables, comme Reims ou comme Troyes. Et je crois que c'est cette situation qui a amené les supporters à réagir d'une façon un peu ironique. Est-ce que c'est pas mieux de réagir comme ça que justement insulter les joueurs, insulter l'entraîneur, envahir le terrain comme on le voit dans d'autres clubs? Elle n'est pas orientée, ta question. C'est pas mieux quand même, hein, Michel, dis-le que c'est mieux. Elle est longue, mais elle est orientée. Ouais. Ils ont pas quand même été sympas avec Gourvenec, quoi. Non, mais je mets ça de côté. Il y a le. On ne peut pas le mettre de côté, il faut tout mettre ensemble, quoi. Il y a l'aspect ironique et il y a la véhémence. Sur le match de Monaco, il fait un peu d'humour, de l'humour noir, et après, ils mettent Gourvenec dehors. Aussi bien que Gourvenec, il n'était pas encore arrivé au LOSC, qu'il était déjà dehors pour les supporters. Donc, voilà. Et puis, moi, je dis champion quand même, parce qu'il a réussi à rester mobilisé avec ses qualités et ses défauts, mais il a quand même été mobilisé, il est resté sur ses objectifs, qu'il a réussi dans la première partie de championnat, qui naturellement a beaucoup moins réussi dans la deuxième partie de championnat. Quand je dis de la première partie de championnat, c'est la première partie de saison, avec le championnat plus la Ligue des Champions. Voilà. Puis après, il tombe sur le tenant du titre. Voilà. Et puis ils ont été loin d'être ridicules ces deux matchs. Voilà, il ne faut pas tout jeter. Et je me répète, l'humour noir et puis ce qui a été dit concernant l'entraîneur, sincèrement, c'est pas ma tasse de thé. Je peux pas l'accepter. Donc la véhémence prime sur l'ironie, selon ce que tu as entendu. Oui, tout à fait. Julien, je sais que tu aimes ce genre de questions. Tu es plutôt tu sais que c'est mon truc. Tu es plutôt dans la team ironie. Mais moi, j'y connais rien en foot, donc je peux parler que du reste. Deux choses par rapport à ce qu'a dit Michel. Le public n'est pas connaisseur. C'est pas la faute du public. Les stades français ont été vidés du public connaisseur. Le public connaisseur, c'est quoi? C'est les parents de gamins qui jouent au foot le samedi après-midi. Il y a plein de matchs qui sont programmés le samedi après-midi. Et il y a des matchs programmés le dimanche après-midi à l'heure où les seniors jouent au foot. Donc déjà, la Ligue a vidé en bonne partie les stades des vrais connaisseurs qui sont les joueurs de foot. Donc, tu as quand même beaucoup de mecs dans les tribunes qui n'ont jamais touché un ballon, ce qui est quand même assez rigolo et ce qui devrait être plutôt le contraire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tu as dit, Michel, ils ne respectent pas les joueurs qu'ils ont adulés. Tu as raison, j'ajoute juste une chose, les joueurs qu'ils ont adulés derrière une télé. Il n'y a pas de lien charnel avec ces mecs puisqu'on a gagné un championnat à huis clos, on a gagné un championnat Covid. Si on avait une histoire commune, si on avait hurlé dans le stade à 50 000 lors de certains matchs, je pense que certainement, on serait moins dans cet effet un peu yo-yo, hyper beau, hyper nul, tu vois. On serait peut-être sur un truc un peu plus modéré parce qu'on aurait une histoire commune. Et autant te dire que le LOSC ne fait rien pour créer une histoire commune parce qu'il y a 4 entraînements ouverts au public à l'année. Donc, de toute façon, ce lien charnel que tu pourrais avoir avec des êtres humains, tu ne l'as pas. Donc, les mecs, ce ne sont que des mecs que tu vois au stade de loin, devant ta télé et à des kilomètres quand ils passent en bagnole. Il n'y a plus de lien avec les joueurs. Donc, moi, je mets juste un bémol face à ça, c'est que c'est compliqué pour un public de ne pas être dans ces trucs un peu hystériques et un peu exagérés, parce qu'ils n'ont pas de lien avec les mecs. Quand on avait Grimont-Pré, on allait sur la plaine du Grand Carré, on discutait avec les joueurs. On les voyait, on leur serrait la main, on pouvait même faire la bise à Jason Boutwell qui était là il y a 15 jours avec nous. Ça ne posait pas de problème. Il était là, on les touchait. Il y avait les papis qui étaient autour du stade, qui commentaient chaque entraînement et on avait des échos des entraînements. Quand tu disais « je ne peux pas dire, je ne vois pas les entraînements », à l'époque, tu pouvais avoir une vision assez précise et dire « fait chier le coach ». Oumar Dieng, il a fait une semaine de dingue cette semaine à l'entraînement. Tu pouvais le dire, tu voyais tous les entraînements. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. On est à des kilomètres des joueurs. Il n'y a plus de lien charnel. Donc, sauf à avoir une super hauteur de vue, vachement de distance, être hyper raisonnable, eh ben, on en arrive à ces excès-là. Donc, ça, c'était juste pour rebondir sur ce que disait Michel et compléter. Le deuxième point, véhémence versus humour, cynisme. Ouais, moi, l'hymne sifflé, je n'ai pas supporté. Les olé lors des premières passes de Monaco, je n'ai pas aimé non plus. Par contre, la bâche, vous êtes en vacances, nous aussi, avec des mecs habillés en vacanciers et qui font les cons et qui arrivent avec leurs serviettes de plage, leurs bouées, etc. Moi, ça m'a fait marrer. C'est ce que j'ai. Non, c'est même pas vrai. C'est même pas vrai. On a les stats. Ça me fait chier.
Parce Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Ils sont pas en vacances. Non, mais d'accord, mais je te dis non, oui, tu as raison. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur. J'aime pas cet humour, quoi. Ça veut dire que c'est des touristes, quoi. C'est tout juste s'ils jouent pas en claquettes. Je suis pas d'accord. Ok, mais moi je dis juste que sur le principe comique, ce message avec les mecs qui se déguisent, qui font les cons, qui font des farandoles, qui chantent Mexico, et par rapport à toutes les autres formes d'expression qui existent malheureusement dans le football aujourd'hui, la violence, l'envahissement de terrain, enfin tout ce qu'on pourrait connaître, bah moi ouais, je préfère la déconnade. Et le football dans un stade, pour le public… Julien, excuse-moi Julien, ils ont fait les deux. Hein. Parce que le match à Lens, ils ont quand même fait fort. Hein. Ouais. Donc, les Lensois, ouais, on s'est fait agresser par les Lensois. Les Lensois, ils ont fait fort, mais on s'est fait agresser par les Lensois, je suis d'accord. Les Lillois ont fait fort aussi. Les deux. Je laisserai en parler avec François. Non, mais les deux ont déconné complètement. Ça, c'est pas le sport, c'est pas le foot, quoi. Je suis d'accord. À un moment, il est préférable d'avoir des stades sans public que de voir des matchs comme ça avec, excuse-moi, je vais être dur dans les propos, des neuneux lensois et des neuneux lillois, quoi. Je suis d'accord avec toi. Ah, oui. Je dis juste qu'à une forme d'expression violente, je préfère la forme d'expression festive, qui est très typée Carnaval de Dunkerque, qui est très dans l'ADN des DVE que moi je connais depuis toujours. J'ai toujours eu souvenir de farandole dans les DVE quand ça jouait moyennement, parce qu'on préfère se marrer finalement que faire autre chose. On préfère en rire que d'en pleurer à Lille. C'est ça la culture, en tout cas de cette tribune nord, qui était avant la tribune est à Grémont-Préjoris. On préfère s'en marrer que d'en rire. Et moi j'aime ça. J'aime ça parce que si je vais au stade et si je suis abonné depuis 94, c'est parce que j'y vais avec les 6 mêmes potes depuis 94, on est des copains de lycée. C'est le plaisir de se retrouver, de boire une bière avant, de boire une bière après et de rigoler. Parfois de voir du beau foot, mais parfois non. On ne vient pas que par amour du football, on vient aussi par plaisir de se rencontrer. Et tu vois bien que les mecs qui étaient en tribune, qui ont fait des farandoles, qui ont chanté Mexico, ils se sont passés un bon moment. Ils se sont bien marrés. Et dans ce marasme actuel du foot business, de ce qu'on a dit, la Ligue qui programme mal les matchs, de Lopez tout ce qu'on sait sur lui, aujourd'hui un fonds d'investissement et ça fait bander personne parce qu'on ne connaît pas nos actionnaires, on ne sait pas à qui ça appartient, on ne sait pas à qui appartient notre club quand même, on en est là. Face à tout ça qui n'est pas réjouissant, qui n'est pas drôle, bah, rigoler un peu, jouer avec un ballon de plage, machin et tout, moi je trouve ça chouette. Voilà. Ouais. Mais c'est bien qu'on ait des… On ne sera pas d'accord, c'est pas grave, Michel, il n'y a pas de problème. Tu as le droit de penser ça, hein. Ça ne me pose pas de problème. Moi, peut-être que si tu avais été joueur de foot, peut-être que tu aurais pensé… Enfin, joueur de foot, vrai joueur de foot, je veux dire. Un bon joueur de foot. C'est ça. Bon, peut-être. Un bon joueur de foot, ben ouais, c'est clair. Et après, simplement sur Botman, un petit bémol sur ce que tu disais, Baptiste, tout à l'heure. Je pense que Botman, pour lui, c'est compliqué de dire autre chose parce que Mexico, il ne l'entend pas, il ne connaît même pas la chanson. Les jeux de plage, il ne les voit pas. Il ne voit pas le côté festif. Lui, ce qu'il a entendu, c'est l'hymne sifflé. Il a entendu qu'il a été sifflé à l'entrée. Il a entendu que son coach s'est fait siffler. Il a entendu que certains joueurs se sont fait siffler. Et il a entendu les olé, olé à Monaco. Et c'est ce qu'il disait d'ailleurs. Parce qu'il dit les supporters qui encouragent dès la première minute l'équipe adverse. Il parlait de ça. Et qui disent, si c'est pour faire ça, ils peuvent rester chez eux. Je ne suis pas loin d'être d'accord avec lui. Oui. Tout le reste m'a fait marrer. Le début de match, je trouvais qu'il puait un peu. Georges, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce débat passionnant? Non, je pense qu'on a tout dit. Moi aussi, je pense qu'à partir du moment où en tribune, ça fonctionne des fois sous forme d'exutoire, on a vu des manifestations. Moi, je garde un souvenir particulièrement éprouvant d'un spectacle, on en a parlé souvent ici, qui a été le fameux Lille-Montpellier, où là, on en est venu même à agresser physiquement les joueurs, ce qui était ignoble, ce qui était calamiteux, ce qui a donné une image, enfin, c'était absolument déplorable. Donc voilà, le petit réceptacle de l'humour, moi, je trouve en effet, tu as bien fait de dissocier les deux éléments, c'est-à-dire, finalement, ce qu'on avait un peu retrouvé dans le sillage de Strasbourg, parce que c'est ce qui s'était déjà bien passé lors du match contre Strasbourg, le côté sifflet, le côté
le côté hargneux et agressif. Ouais, par contre, le côté festif, finalement, si on peut transformer en spectacle, parce qu'au bout du compte, pareil, en deuxième mi-temps, dans la tribune, il y a eu l'ambiance, une vraie ambiance, il y a eu une vraie grande queue leu, il y a eu, alors, Carnaval de Dunkerque, on le fait l'hiver, hein, Julien, donc les tongs et les shorts, je t'assure que sur la citadelle, faut vraiment être plein de bière, quoi, pour y aller dans cet état, mais bon, ce côté, ouais, petit côté Carnaval de Dunkerque, ça m'a rappelé la maison, c'était assez sympa, quoi. Je préfère que ça se passe comme ça. Et puis, le seul souhait que j'ai vraiment, c'est que sur la dernière journée, on sait que ça va encore être un match un petit peu particulier entre une équipe démobilisée et une autre qui fonce en trombe vers le podium. J'aimerais bien qu'on traîne. Il puisse y avoir ce recul du public qui puisse rendre hommage aux partants, à ceux qui l'année dernière nous ont amené le titre, et peut-être faire un petit peu fi de cette saison-ci, on l'oublie, et on rend hommage à tous ceux qui sont un peu pas là cette année, mais qui ont été énormes l'année dernière, les Bourak, les David, les Sanchez. Ce serait bien qu'on se sépare en très bons termes, quoi. Christophe, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? D'abord, par rapport à ce que vient de dire Georges, je suis assez d'accord. Il y a des raisons d'aller à la plage à Monaco. Il y a beaucoup moins de raisons d'aller à la plage à Rennes. Donc voilà, et déjà, ça peut s'expliquer que déjà s'habiller autrement. Et non, par rapport à ce qui a été fait, moi, je voudrais ajouter un truc. Tous en bigouden à Rennes. Voilà, avec un rouleau de sopalin, ça se fait très bien. Un rouleau de sopalin, une petite bande, et voilà, et ça le fait facile. Et en plus, ça fera plaisir à Jocelyn. Mais par rapport à ce que je suis quasiment 100% d'accord avec ce que dit Julien, mais ça, sur ce point-là, on est assez raccord. Je voudrais rajouter un aspect qui a été oublié, c'est l'aspect fan days. C'est-à-dire qu'on nous vend fan days, on nous vend une marque. On nous vend un statut de joueur inatteignable, des idoles. Je suis désolé, les idoles, on les adore et on les brûle. C'est vers ça qu'on veut aller, et on est arrivé à ça. Et je trouve que c'est le football que j'aime pas, mais que j'aime pas du tout, quoi. Moi, j'aime bien le football club, c'est-à-dire qu'on s'identifie à son club et on en chie avec et on l'aime bien. Si par contre, on vend cette image de footballeur inatteignable parce que c'est des stars, ils sont au-dessus de tout et la marque au-dessus de tout. Alors moi, la marque au-dessus de tout, je suis d'accord, c'est pas la marque, c'est le club qui est au-dessus de tout. Je voudrais qu'on soit comme en Allemagne, avec le nom du club en gros derrière le maillot et un tout petit en bas, le nom du joueur. Là, je serais d'accord. Mais c'est ça que j'ai le football que j'aime. Et là, on n'est pas dans ce football-là. Et malheureusement, les spectateurs, ils vont dans le football business et ils vont dans ce truc où tu adores, où tu jettes. Et on fait plaisir aux médias parce que justement, il y a des images de gens qui cassent des trucs ou qui font les cons. Et puis après, des images de fous en délire parce qu'elles aiment bien. Et ok, très bien. Mais si vous voulez le football-là, moi, si ça continue comme ça, moi, je vais me retirer de ce football-là. Ça ne m'intéresse pas. J'irai au football amateur, je continuerai dans le football amateur, j'essaierai, parce que des fois, ça se barre en couille le football amateur, d'essayer de calmer le jeu dans le football amateur. Tu vas pas aller à Lens quand même. Le football. Lens, c'est un football pour la professionnelle, vous savez. Mais Lens, alors si on veut revenir sur Lens, le lien qui tient avec les joueurs, il est quand même bien meilleur que ce que fait Lille. Enfin, franchement, hein. Il faut laisser rentrer les supporters, il les laisse communier ensemble, et c'est mieux que ce que fait Lille. Hein. Moi, c'est cette image de Lille, de club. Non, mais c'est facile comme ça, mais d'ironie. Mais moi, ça me fait mal de voir un club où les mecs, on ne peut pas les toucher, quoi. Ils sont dans leur bulle et on ne peut pas leur dire bonjour. Tu ne peux pas les croiser, tu peux rien faire. Comme disait Julien, tu as 3 ou 4 ouvertures par an où tu peux aller les voir. Et encore, c'est limité à certaines sections. C'est limité à une fois c'est les honneurs, une fois c'est les DVE, une fois voilà. Et le reste du temps, qu'est-ce que tu fais? Tu attends le match et puis au match on te dit de venir et de célébrer avec eux et de te barrer, quoi. Je suis pas d'accord avec ça, moi. Moi, si c'est un spectacle pour Américains, ça restera pour les Américains. Moi, je dirais plus, quoi. Mais voilà, je veux juste dire qu'on est dans une dérive qui était malheureusement voulue par ce système-là. Alors, vous savez qu'au Bistrot d'Alelos, que c'est une émission avec énormément de culture. On a Capenoul qui nous reprend, qui nous dit « Pas de bigouden à Rennes. Rennes, c'est le pays gallo. Les bigouden sont en Cornouailles. » C'est ça, c'est Finistère. Ça vous la coupe. Hein. Et les bigoudins. Donc, je vous propose… voilà, Julien, tu as l'air aussi con qu'Arnaud. Et Capenoul, d'ailleurs, parce qu'il en parle tout le temps,
il serait complètement aligné avec Christophe et il rajouterait la preuve au match du titre l'an dernier. On était une cinquantaine de supporters lillois dehors et les mecs ne sont même pas venus nous voir le jour du titre. Donc quand tu dis Lens font mieux les choses que nous en termes de proximité entre le public et les joueurs, on a eu cette preuve-là l'an dernier. C'est fou de se dire que les mecs gagnent le titre. Il y a 50 gars derrière la grille qui sont là, qui ont même pas... et ils ne viennent pas. C'est un délire total. Donc après, forcément, il y a une déconnexion. Il y a une déconnexion d'humain, puisqu'il n'y a plus d'humain. Et juste une anecdote personnelle et qui explique beaucoup que moi, je suis nostalgique de cette époque-là. J'ai eu la chance de travailler en 2001 au club de foot de Sedan. Et à l'époque, les joueurs venaient boire des bières dans ce qui s'appelait le Clubhouse, qui était une énorme salle, comme on en connaissait un peu Raymond Préjoris à l'époque, et ils venaient boire des bières, Steph Noro, Cédric Mionnet, Nico Sachi, ils venaient boire des bières avec les supporters, alors une bière, avec les supporters à la fin du match. Putain, mais qu'est-ce que je suis content d'avoir connu ce football-là, et qu'est-ce que ça me fait de la peine que mon fils ne connaisse jamais ça de sa vie. Alors, je vous propose pour le prochain match donc d'éviter d'oublier de venir en bigouden, mais peut-être qu'on peut arriver déguisé en galette saucisse ou pour rendre hommage avec le plus célèbre aîné dans le club de Lille, tous venir déguisés en catcheur mexicain en honneur de Silva Arbon. Je vous laisse le choix le choix. Il est 21h52. Je pense qu'on a fait le tour avec cette première partie Lille-Monaco on the beach. Je vous propose de passer à la deuxième, Nice-LOSC. Alors moi j'ai appelé ça Galtier-Gourvenec la revanche. Je vous rappelle qu'on a perdu 4-0 le match aller, donc qui était la deuxième journée de championnat à Lille. Et c'était le début du championnat. C'était aussi le début du Gourvenec bashing. Gourvenec qui est arrivé début août, si je ne dis pas de bêtises, au LOSC. 10 juillet, pardon. 10 juillet, donc je dis des bêtises. Merci de me faire remarquer discrètement. Il faut être précis, là, c'est quand même un truc important. Je vous en veux pas. Donc, le début du Gourvenec bashing qui a commencé d'ailleurs dès l'annonce de sa signature au LOSC, où justement les comparaisons avec Christophe Galtier étaient très nettement en faveur donc, de l'ancien entraîneur du club. Maintenant, après une saison, alors certes, Lille n'a plus rien à jouer dans le championnat, mais Nice, on estimait pouvoir aller challenger le Paris Saint-Germain et aller chatouiller la Ligue des Champions avec son classement, se retrouve maintenant 6e du classement, après avoir misé sur une Coupe de France qui lui a échappé, et pourrait très bien se retrouver en situation de non qualifié en Coupe d'Europe. Alors, comment voyez-vous ce match entre Lille, qui est 10e avec 51 points, un goal average de -2, et Nice, qui est donc 6e, 60 points, qui est à égalité de points avec la 5e place, qui est la première place qualificative pour l'Europe, et qui est à 5 points maintenant de la Ligue des Champions. Baptiste, je te laisse commencer. Alors, je vais juste revenir déjà sur un point, sur le fait de Nice, parce qu'ils sont en effet 6e, qui permettra, François, ils ont un match en moins, donc en cas de victoire, ils partiraient sur la 5e place de Strasbourg, qui pourrait nous être une réussite, puisque si on veut recruter Ludovic Ajorc, il faut espérer que Strasbourg n'accroche pas l'Europe. Au niveau des statistiques du match, le dernier match entre le LOSC et Nice, on se rappelle très bien, c'était à Pierre-Mauroy, défaite 4-0, mais on va pas revenir dessus. Tu vois, il confirme mes chiffres, hein, contrairement à toi, Julien. C'est vrai. On est obligé de repasser dessus quand même. Hein. Non, mais après, du coup, je revenais sur le dernier match à la Lens Riviera. C'était un but partout. On se rappelle de ce but de Bourak, venu, je vais le dire, presque d'ailleurs, mais son contrôle poitrine et cette reprise dans la lucarne de Walter Benitez. Donc, avec un Burak buteur. J'ai fait aussi des statistiques sur l'arbitre. Thomas Léonard, qui a mis 72 cartons en 17 matchs. Donc, c'est un peu dans la moyenne. Il a arbitré 2 matchs de Lille cette année. La victoire 4-0 contre Clermont et le match 1 but partout contre Angers, donc plutôt un bon arbitre sur les matchs qu'il a arbitré au moins du LOSC. Faut savoir aussi une dernière compréhension, intuition entre guillemets, c'est que
on a aujourd'hui Christophe Galtier qui est, je ne vais pas dire mis sur la sellette, mais qui a un système de jeu en 4-4-2 qui, entre guillemets, a fait son temps. Les supporters niçois en ce moment le critiquent assez parce qu'ils sont passés alors complètement, mais complètement à côté de leur finale. Je pense qu'ils pourront, mes coéquipiers pourront revenir dessus sur cette finale complètement loupée. Et en tout cas, l'avantage de ce match, c'est qu'on aura beaucoup de Lillois à l'Allianz Riviera. Michel, est-ce que tu penses que pour ce match, où finalement on a un Nice qui aura encore quelques enjeux, même s'ils sont un peu en retard à la fois au nombre de matchs joués et en termes de points, et un Lille qui n'est plus concerné finalement par le classement ou très indirectement, je sais qu'on gagne un petit peu, quelques dizaines de milliers d'euros en plus avec une place gagnée au classement. Est-ce que tu penses que c'est cet aspect qui va primer ou est-ce que la gifle reçue en début de championnat à Pierre Mauroy, elle ne va pas finalement inciter les Lillois à prendre leur revanche au stade de Nice? Non, moi je pense que le match aller, il est oublié pour tout le monde. Lille va essayer, comme ils ont fait contre Monaco, de bien figurer. On en a parlé, on a fait les stats et ainsi de suite. Contre une équipe qui risque de faire la Ligue des Champions, qu'ils ont été dans le tempo. Je pense qu'ils vont essayer, mais je pense qu'il y a 2 ou 3 suspendus en plus pour ce match-là. Donc, ils vont être encore un petit peu amoindris. Et après, bon, même si Nice, il est sur les 3 derniers matchs de défaite, pour moi, la Ligue des Champions, pour eux, c'est terminé. Parce qu'ils sont à, que je ne dise pas de bêtises, ils sont à 2 points de Rennes pour le. Je pense qu'il y a un tour de barrage pour le 4e, peut-être même pas. Et Monaco est déjà à 5 points de Nice. Et Nice va gagner minimum, va prendre minimum 1 point. Donc, c'est sûr qu'ils ne seront pas dans les 3 premiers. Donc, je pense qu'ils vont encore jouer pour l'Europa League, mais ils ne pourront pas aller plus loin. Après, au-delà de tout ça, c'est la mauvaise spirale de Nice actuellement. En début de saison, ils sont partis comme des balles. On les voyait dauphins de Paris. Et depuis 2 ou 3 mois, les équipes comme Rennes, comme Strasbourg, qui ont vraiment performé, voire même surperformé, et Monaco depuis 2 mois, malheureusement, les objectifs qui étaient pour le début de saison de Nice, je pense qu'ils se sont échappés, c'est-à-dire au moins les 3 premières places. Donc pour en venir à ce duel Lille à Nice, je pense que Nice avoir plus de motivation pour quand même essayer de gratter une place européenne, tout en sachant que Lille sera un petit peu amoindri par rapport aux suspensions pour ce match-là. Christophe, qu'est-ce que tu penses de ce match? Comment tu le vois? Est-ce que tu es confiant ou est-ce que, comme le disait Michel, le facteur qu'on n'avait pas évoqué au début, c'est notamment les absents côté lillois, ne risquent pas de faire la différence? On est décimé. Moi, j'ai vu jouer Nice. C'est rare que je vois jouer l'adversaire avant, mais là, j'ai regardé la finale de la Coupe de France. Donc, et c'est vrai que c'était une équipe qui était vraiment pas beaucoup d'idées, quoi. Par rapport à Nantes, qui se projetait beaucoup vers l'avant, Nice avait beaucoup plus de mal. Et donc, malgré le commentateur, ils ont quand même réussi à gagner, parce que le commentateur était quand même, pour Nice, vu d'une force, c'était assez affreux. Mais du coup, je trouve que Nice ils sont pas transcendants, quoi. Ils n'ont pas trop d'idées. En plus, ils vont jouer demain. Donc, ils ont quand même 3 matchs dans la semaine. Ils ne sont pas super habitués. Nous, il nous manque des joueurs, mais je dirais tant mieux, parce que moi, je suis pour qu'on fasse jouer d'autres joueurs, surtout à la fin de saison, des joueurs plus frais. Je reviens sur le match qu'a fait Gomez en deuxième mi-temps, il était très bien. J'ai trouvé beaucoup de spontanéité dans le jeu, un jeu qu'on ne voyait pas forcément actuellement avant dans Lille. Allons-y. Et donc, moi, ce que j'espère, et encore une fois, ça fait 3-4 journées que je dis de toute façon, on finira entre 10 et 15. Donc, voilà, je sentais le truc comme ça. Donc, autant y aller pour jouer, pour mettre un jeu en place, peut-être même essayer de jouer légèrement différemment. Je ne peux pas tout changer à ce moment de la saison, mais avec les joueurs qu'on a, jouer avec la qualité des joueurs qu'on va avoir sur le terrain. Et on a quand même des joueurs qui ont de la qualité. Faisons-les jouer dans les meilleures conditions. Et puis allons-y. Moi, si on accroche un nul à Nice, je suis content. Et puis si on joue bien et qu'on perd, je suis content quand même. Donc voilà, je
Je pense que Nice n'est pas fameux, il sera fatigué. Et nous, on est un peu amoindris parce qu'il manque des joueurs, mais on a des joueurs qui n'ont pas joué, qui doivent prouver. À nous de les motiver pour qu'ils prouvent, quoi. Alors, il manque quel joueur? Il y a Renato Sanchez. Il c'est manque. Bourak. Sanchez et André, forfait. Ouais. Sheka qui est aux soins, grande chance qu'il ne revienne pas, c'est une vraie blessure qu'il a eue. T'as Onana en milieu récupérateur. Il va devoir faire jouer Bamba en récupérateur. Enfin, au milieu de terrain, je suis désolé, on est décimé. Et derrière, un jeune. Botsman est suspendu. Donc, je disais que j'étais content de voir Fonté Diallo. On va le voir dès ce week-end. Donc, normalement, c'est Gudmundsson, Selic, Fonté, Diallo. Onana Bamba, milieu récupérateur, sur les ailes. Ou un jeune, peut-être le jeune Euro qui fera jouer le récupérateur. Un Goubert en milieu. Ou Baléba. Goubert, hein. Euro, je pense pas, il est défenseur central, ça m'étonnerait. Il fait les deux. Aussi, il fait pas mal. Mais aller gagner contre Nice avec cette équipe-là. Et Chernias, non? Il est plus au club. Il est plus au Il est club. parti où? Il était prêté à la Je ne sais plus si on l'a prêté ou transféré, mais. Il est parti. Parce que lui, c'était quand même un joueur que j'ai connu quand il était jeune, qui était quand même intéressant. Donc, le fait qu'il parte comme ça, et je ne sais pas pourquoi, et je sais qu'il y a eu de gros problèmes avec l'ancienne direction, et c'est bien dommage d'avoir laissé un joueur comme ça, parce que je pense que ce ne serait peut-être pas imposé, mais il y avait quand même des bonnes qualités de milieu récupérateur. Il était transféré définitivement au Young Boys de Berne. Young Boys de Berne, d'accord. Pardon. Et il joue, je pense, régulièrement. On en avait parlé la semaine dernière. Il fait des beaux matchs. Il est régulièrement titulaire. Je ne suis pas étonné. Ouais, enfin, il manque du monde. Moi, je vois pas comment on fait. On ne peut pas le faire revenir, Chernias, pour ce match. Si, pour ce match, si. Si. Avec Soumaoro, défense centrale. Et je pense qu'ils vont avoir beaucoup de pression du public parce que Baptiste le disait, ils sont très, très, très en colère, les Niçois de la finale. Donc, s'ils ont besoin d'un surplus de motivation, les joueurs niçois, ils l'auront parce qu'ils vont se faire pousser au cul, mais méchamment, quoi. Alors, il y a des réactions. D'ailleurs, Julien, au niveau du milieu. Vas-y, François. Oui, vas-y, tu as commencé, donc vas-y. Au niveau du j'allais milieu. dire, sinon, Julien, au niveau du milieu de terrain, moi j'ai une piste qui s'appelle Atem Ben Arfa. C'est vrai. Parce qu'il n'est toujours pas licencié, on n'a pas vu passer le courrier. Hein. Ouais, non, donc, il a raté son examen à l'appel. Ouais, moi je vois pas comment on peut gagner ce match avec ces absences-là. Ça me paraît, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, donc on a différents commentaires. On parle de, alors notamment Leif Eriksson qui nous dit on n'a plus rien à jouer. Pour moi, il faut laisser gagner Rennes et Nice pour ne pas laisser de place européenne aux voisins. Oh, c'est beau ça, c'est mignon. C'est sportif. Ça, c'est mignon, c'est mignon. C'est mignon. Ça leur rendra service parce que s'ils se qualifient en Coupe d'Europe, j'entends encore hier un supporter me dire qu'il valait mieux pas se qualifier parce que l'année prochaine, il y a 4 descentes et ça va pomper leur énergie. Ouais, c'est bien. On les laisse dans cette réflexion. Réflexion ambitieuse. Cette réflexion ambitieuse, tout à fait. D'une équipe habituée aux joutes européennes. Oui, d'ailleurs, tous rendez-vous à Bollard pour donc Racing 92, donc je le rappelle, contre La Rochelle. Enfin, une Coupe d'Europe à Bollard. Racing de La Rochelle. On a Capenoul qui voudrait reparler de l'attitude de Galtier à l'aller. Alors, c'est un peu pour ça que il a raison. J'avais mis Galtier-Gourvenec la revanche, parce que c'est vrai que Galtier avait été quand même assez, je ne vais pas dire odieux, mais en tout cas... d'une démonstrativité, si ça, je sais pas si ça se dit comme ça, mais enfin, en tout cas, il était très démonstratif, et notamment au fameux 5e but qui n'a pas été validé par rapport à son ancien public. Je reviens sur ce que disait tout à l'heure, mais dans l'autre sens, Michel, on a un public qui était quand même derrière lui, et c'est vrai que le voir réagir sur les buts niçois au stade Pierre-Mauroy avait choqué pas mal de supporters à l'époque. On avait trouvé qu'il manquait un peu de retenue. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y avait une autre raison pour laquelle il était comme ça? Ça n'empêche, ça a été évoqué que c'était un conflit direct avec Olivier Létang, ce qu'on veut bien entendre, sauf que dans le stade, il n'y avait pas qu'Olivier Létang, et c'est vrai que de réagir comme ça devant déculotté finalement que prenait son ancien club, ça n'a pas été très bien perçu par les supporters, et il a perdu beaucoup de son aura ce jour-là. En tout cas, c'est ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Après, je ne suis pas là pour le défendre, loin s'en faut, mais
Il arrive dans un nouveau club avec beaucoup d'ambition et d'objectifs. Ça se passe mal à l'intersaison. Il arrive à en mettre 4 au LOSC. Je pense qu'à ce moment-là, il ne pense pas au public, il pense plus à ce qui s'est passé d'une part pendant l'intersaison et surtout par le résultat qu'il est en train d'effectuer au LOSC. Donc, il peut y avoir peut-être un peu trop de... Je n'arrive pas à trouver le terme, mais... Il n'y a pas la classe, c'est tout. Il n'y a pas la classe, c'est tout. Pas... Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur tout ce qui se passe sur notre club. Et tout le monde, là, on est tous réunis, on est tous d'accord sur le fait qu'on veut défendre notre club, mais il faut aussi, de temps en temps, essayer de voir un peu plus loin et d'accepter la réaction d'autres personnes qui sont dans d'autres objectifs, même s'ils sont passés dans notre club. Il faut être plus modéré, je pense. Lui, il n'a peut-être pas été sur le 4e ou le 5e but. Moi, j'étais en vacances, donc je n'ai pas vu le match. J'ai été surpris du résultat, mais donc, je n'ai pas vu le comportement. Donc, c'est la raison pour laquelle j'essaie de le défendre. Et je me dis, nouveau projet, nouveau club, 0-4 dans son ancien club avec ce qu'il y a eu à l'intersaison. C'est peut-être pas bien, mais il faut peut-être aussi avoir un petit peu de compréhension. Alors, on a également... Christophe, tu n'as pas l'air d'accord. Hein. Je ne suis pas d'accord. Il n'est pas classe, c'est tout. On a la classe, on n'a pas la classe, c'est tout. Moi, je dis... Est-ce que Francaise a fait le tour du terrain les mains levées après le match gagné contre Lens à Lille? Non. Non, mais il n'a jamais été à Lille. Francaise n'a jamais été à Lille. Mais non, Francaise, il n'a pas eu des problèmes avec son ancien président. Enfin, il y a beaucoup de paramètres. Ouais, mais alors à ce moment-là, la clémence que tu as pour Galtier, il faut que tu l'aies aussi pour les DVE. Les DVE, ils se battent aussi. Ils se battent pas seulement contre leurs joueurs, ils se battent aussi contre une direction qu'ils ne comprennent pas. Mais je n'ai pas dit que je n'aimais pas les DVE. C'est ce que je veux dire. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'eux, ils ne devaient pas avoir, comment je pourrais dire, comme je l'ai exprimé tout à l'heure, c'est pas eux qui doivent prendre les décisions. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Ils ne prennent pas les décisions, mais ils les orientent. Ils les orientent quand même. Après, ils disent ce qu'ils veulent. Franchement, s'ils arrivent à orienter le club, c'est que le club n'a pas de personnalité. C'est un autre problème. Mais c'était plus par rapport à ce que tu disais, ils sont un peu véhéments. Oui, Galtier aussi était un peu véhément. Moi, je ne suis pas d'accord avec les deux véhémences. Les deux. Je ne suis pas d'accord avec les deux. Moi, je trouve que c'est nul Je trouve que c'est nul de crier, de dire mouiller le maillot alors que les mecs ils courent. Et je trouve que c'est nul aussi de célébrer ostensiblement les buts pour faire voir que tu as tourné à la page et que tu en veux des gens. Mais ces 3 attitudes, je les trouve déplacées. Est-ce que Galtier n'a jamais fait ça quand il était au LOSC? Peut-être, mais c'est pas ce que je dis. Hein. C'est peut-être que c'est en lui. Aussi, je peut-être pas en lui. Non, mais ces attitudes-là, je les trouve déplacées. Son attitude, ça ne doit pas être la première ou la dernière qu'il y a eu comme ça. Elle est mal interprétée parce que malheureusement, c'est contre Lille. Mais je pense que quand il était à Lille, il a dû avoir des comportements similaires contre d'autres équipes. Saint-Etienne. Je ne l'ai pas vu faire ça contre Saint-Etienne. On a pris 5-1 là-bas. Mais pas seulement Saint-Etienne. Pas seulement sur des clubs par où il est passé. Il a dû avoir des comportements comme ça contre d'autres équipes. Parce que c'est un compétiteur. Qui célèbre des buts de son équipe, c'est pas le procès. Hein, c'est pas, on est bien d'accord. Ce qui était un peu regretté par certains, et on a, Capenoul qui rebondit, il dit on aurait dit Guendouzi à Lorient, qui marque un but contre son ancien club et qui fait une démonstration aussi tout à fait ostensible, et il précise qu'il y a un laiton dans le stade, mais il y avait 40 000 supporters, donc c'est vrai que c'est ce recul finalement, si cette réaction finalement certainement spontanée, hein, je peux l'entendre, et extrêmement sensible, était liée finalement au conflit qu'il avait avec l'étang. Elle n'a pas été ressentie comme ça par le public, et le public l'a très mal pris. Et c'est vrai que jusque à ce moment-là, Galtier avait une image d'idole, je reprends l'expression de Christophe tout à l'heure, qu'on adulait, qu'on adorait, et c'est vrai que cette réaction sur ces 2 dernières occasions, enfin ce but et cette occasion niçoise, elle l'a fait un peu descendre de son piédestal pour beaucoup de supporters, en fait, c'est ce qu'on a pu lire dans les réseaux sociaux. Non, mais je vais faire une comparaison, on va reparler de Yilmaz. Pareil, l'année dernière, c'était le dieu. Là, maintenant, il applaudit quand il est hors-jeu.
Donc, le public, franchement, ils retournent leur veste facilement, quoi. Excuse-moi. C'est la culture de l'instant qu'on évoquait tout à l'heure. Il peut avoir une exigence, effectivement, mais le public lillois, alors on en a déjà parlé plein de fois ici, hein, c'est vrai que est un public jeune qui a été élevé dans une culture de la gagne, avec finalement des nombreuses qualifications européennes sur les dernières années, un titre l'année dernière, et qui ont un peu de mal parfois à prendre le recul que les gens de notre génération, à l'exception de Baptiste, hein, qui est un peu le contre-exemple. Nous, on a connu des années où on pensait même pas à la Coupe d'Europe, hein. C'était quelque chose qui n'était pas dans notre horizon de pensée. Forcément, on est plus indulgent suite à une saison non pas ratée, parce qu'il y a une qualification au 8e de finale de la Ligue des Champions, parce qu'il y a eu finalement une course dans les 6-7 premiers, une course à l'Europe qui a duré 33 ou 34 journées. Et finalement, on va terminer effectivement dans le ventre mou. C'est juste une saison finalement qui se termine en queue de poisson, point barre. On n'a jamais été trop près quand même de la place d'Europe. On a toujours été à 3-4 points. Tu fais référence aux années 80-90, un classement comme celui-là, c'était quasiment une de nos meilleures saisons. Hein. Bien sûr, tout à fait. À l'époque. Ah oui, bien sûr. À l'époque, ouais. Je crois qu'on a fait 2 fois une 6e place en 79 et en 90-91. Mais sinon, Jacques Santini, c'est notre Santini, c'est le meilleur classement. Et avec un jeu la plus lente. Ah oui, c'était. Après, je vais revenir un petit peu en arrière de l'année 2017-2018, hein, où Galtier arrive. Peut-être 2018-2019. Il ne faut pas oublier quand même ce qui avait été. 2017-2018. Voilà, il ne faut pas oublier ce qui avait été fait par les arrivants. Là, on a terminé 17e et par miracle, on s'est sauvé. Hein. Oui. Et la nouvelle équipe, même s'ils nous a amené un titre en dépensant beaucoup d'argent, beaucoup plus que ce qu'on en avait, la première année, quand ils ont fait le loft, ils ont éliminé des joueurs, mais des joueurs qui étaient vraiment clubistes et autres, pour ramener des joueurs de n'importe où. On s'est sauvé par miracle. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. L'équipe qui est arrivée en 2017-2018, je ne vais pas les citer, tout le monde les connaît, ça aurait pu faire très, très, très mal au club. Hein. Très, très, très mal. Ah bah oui. Michel, officiellement, tu viens de lancer les prolongations du Bistrot de l'Os, que nous allons pouvoir parler pendant 1 heure du bilan de Gérard Lopez et de ses amis. Je crois que nous sommes tous d'accord sur le sujet. Hein, donc je me suis un peu égaré. Oui, mais je me suis un peu égaré, mais on partage tellement ton avis qu'on ne peut pas t'en vouloir. Ouais, je tenais quand même dans cette émission à en parler parce que moi, j'ai entendu plein de choses sur ces personnes qui étaient là à ce moment-là, qui étaient les meilleurs du monde. Je peux vous assurer que ce n'étaient pas du tout les meilleurs du monde. Ouais. Et pour revenir finalement à ce que tu disais juste avant, le bilan de Christophe Galtier au LOSC, on ne l'effacera jamais. C'est impossible. On ne l'effacera jamais. Il est remarquable, que ce soit, parce que finalement, c'est lui qui nous a sauvés justement de ce départ catastrophique sur le plan sportif. Hein. On ne va pas revenir sur le loft, on va revenir sur les pitreries de Bielsa, on va revenir sur l'absence totale de la direction, sur les recrutements magiques de l'équipe à l'époque avec des fonds qui partaient à droite à gauche. On le saura peut-être un jour, j'en sais rien. Il paraît qu'il y a des enquêtes en cours. Donc en tout cas, on verra si un jour on aura franchement, je souhaiterais avoir vraiment le résultat de ces enquêtes. On serait surpris. Hein. On espère qu'on va l'avoir et je pense comme aussi les supporters de Moucron, de Bordeaux bientôt, de Boavista. Je crois qu'il faut être balèze en finance quand même. Hein. Moucron, c'est fini. Hein. L'appel a été refusé. Ils sont en D2 amateur, donc le premier niveau amateur des 5. Ils ont un passif de 10 millions d'euros. Donc, ce qui permet aussi, ce passif de 10 millions d'euros permet de relativiser la somme qu'Olivier Létang n'a pas voulu payer, qui n'est que de 2 millions. Et je ne suis pas sûr qu'avec les 2 millions, ils auraient pu se sauver. Ils auraient toujours un passif de 8 millions d'euros. Bon, ce qui est sûr, c'est que les 2 millions qui n'ont pas été versés par Olivier Létang, ça n'a pas aidé Moucron. Ça, c'est certain. Ça, on peut en être sûr. Mais voilà, enfin, pensée émue pour nos voisins de Moucron qui méritent absolument pas ça, parce que ça fait quand même maintenant
15 ans que Moucron, c'est un vrai club de première division belge et à cause d'un homme qui n'a pas tenu ses engagements, il se retrouve… un homme, on peut développer aussi sur tous les joueurs qui sont arrivés à Moucron, qui n'avaient pas de niveau, qui ont été prêtés par le LOS, qui sont arrivés de nulle part. Et on n'a pas cité son nom, mais je suis obligé de le citer parce que tout le monde pense que c'est une bonne personne, mais je confirme que ce n'est pas une bonne personne. C'est celui qui a recruté 70 joueurs et qui en a vendu 70, qui s'appelle… Bien sûr, bien sûr. Et qui est reparti, et je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je ne sais pas avec quelle somme il est reparti, parce que là, on l'a pas vu en France depuis 2 ans et demi, depuis qu'il a recruté Liachi, quand même, il faut le savoir, parce qu'il n'ose plus passer les frontières françaises. Et donc, la personne qu'on idolâtre, ce n'est pas du tout celle qu'on pense. Je pense que les sentiments sur l'ancienne équipe, à part 1 ou 2 trolls sur Twitter, il n'y a plus beaucoup de gens qui ont encore des… Mais François, mais heureusement. Mais oui, heureusement. Mais parce que là, les temps, il y en a beaucoup qui le critiquent. Il fait encore le ménage au LOSC à tort ou à raison. Mais je pense que la dette qu'il doit rembourser, on ne la connaît pas, mais elle doit être vachement importante. Donc, il est obligé de jongler dans pas mal de choses. Si, pour 15 millions, 16 millions, même si Maignan devait partir, et ce n'était pas de gaieté de cœur qu'il a fait partir, parce qu'il savait quand même que c'était un joueur capital pour son équipe. Mais quand tu as besoin d'argent, il faut que tu vendes, quoi. Même le petit, on n'a pas parlé, le petit celui qui est parti à la trêve en Italie. Il connaît. Voilà. Il connaît. Il a fallu de l'argent pour… voilà. Donc, il faut connaître tout et je pense que l'État en connaît tout et il fait, je vais dire, au moins mal parce que j'aimerais pas être dans sa situation ou j'aimerais pas être à sa place. Bon, en tout cas, par rapport aux antécédents. Bon, on a réussi à parler de l'ancienne équipe dirigeante sans évoquer une seule seconde le transfert de Victor Osimhen. C'est un exploit. C'est un exploit. Alors, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. On a aussi des réponses à notre jeu pour gagner donc la place pour le Lille-Rennes. Alors, je suis un peu embêté. Parce que on a la bonne réponse par rapport à ce que tu avais dit, Michel. Mais je le disais en début d'émission, nous avons des spécialistes qui nous écoutent. Et ces spécialistes, notamment Damien, nous parle d'une erreur que tu aurais faite. Et qu'en fait, tu n'aurais pas été l'auteur de la passe décisive lors de ce match. J'ai peut-être essayé d'en gratter une. On dirait Roten. Alors, je suis embêté parce que j'ai mes commentaires sur les différents ordinateurs qui merdent totalement. Mais en gros, dans le commentaire de Damien, il nous explique que ce jour-là, tu étais sorti à la 55e minute et que le but était marqué à la 62e. Alors, tu as fait la passe de la touche. Attends, je vais me rattraper. Alors maintenant, tu me remémores ça. Et je pense que c'est l'élimination quand on a éliminé Rennes, peut-être. Ouais. Où il y avait Bandette Bogart. Je vais faire des recherches et je reviendrai vers vous. Voilà, il n'y a pas de souci. Et qui a marqué? J'en ai aucune idée. Je suis complètement à l'aveugle. Alors, Damien, si tu nous entends encore et si tu veux répondre, n'hésite pas. On boira ta réponse comme du bon vin. Donc, il n'y a pas de place gagnée. Si, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui nous a écoutés et qui a donné la bonne réponse qu'on avait donnée. Donc, on va lui offrir la place. C'est Gérard que tu connais bien, Julien, et qui va gagner cette place pour le match Lille-Rennes. Bravo, Gérard. Donc, on le contactera en MP. C'est la première mauvaise réponse qui permet de gagner au jeu du bistrot. On aura vraiment tout fait cette année. On aura vraiment tout fait. Et donc, il n'y a pas eu qu'un miracle à Rouen dans l'histoire de Rouen. Il y en a eu un deuxième. C'est Michel qui fait la passe de la touche. Sur la touche. Je ne vais même pas sur le banc. Au pays de Jeanne d'Arc, rien ne nous surprend. J'avais dit qu'on avait des spécialistes. On en a 3. Donc, il y a Marc, Damien et Stéphane, la triplette magique, qui nous disent que c'était hors la ville. Le passeur ou le buteur? Je pense que c'est le passeur. Et le buteur. Buteur, passeur? Non, le 117e, ouais. C'est l'endroit de la passe, en fait. Alors, c'est l'émission la plus décousue depuis qu'on a Hors créé la ville, tu l'as pas entendu. Hors la ville, c'est l'endroit de la passe.
C'est Elle est le, gratinée, celle-là. c'est le buteur hors la ville. C'est le d'accord. buteur. Oh, c'est pas possible. Alors, je Mais crois c'est Petit Queville, hors la ville, non? Non, son papa, Ça, son ça, papa- ça compte son couronne. papa, Ça couronne. son papa qui est parti il y a 3 ou 4 ans, que j'ai eu la chance de croiser, de connaître et de croiser, c'était le seul amateur à avoir fait une sélection en équipe nationale. C'était un grand joueur de Queville. C'était un grand joueur de Daniel Orlaville. mais ça nous laisse sans voix. Ça nous laisse sans voix. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? En tout cas, ça nous laisse sans voix, mais on le sait. Enfin, Non, mais c'est. Ah, on peut plus le saluer, les non, non, mais on salue sa mémoire, entre guillemets, Oui, parce pas, sa mémoire. notamment, finalement, dans une époque où le fait de voir un amateur jouer avec l'équipe de France, ça reste du domaine de l'incompréhensible, entre guillemets. On n'est plus du tout dans cette époque-là. Donc, Il y en avait 22 à Naïsna. Hein. On a eu un joueur de Pro D2 qui a joué en équipe de France de rugby. C'est arrivé l'an dernier. Ça existe. Oui, oui. Mais c'est il vrai. n'était pas amateur. Mais des joueurs de D2 en équipe de France, t'en as eu Max Bossis quand il était au Racing. Ouais, voilà, c'était pas T'en as eu pareil. Il y avait aussi quelques-uns à Fernandez. une époque. Ouais, T'as vu, ouais. François, j'ai remis une pièce. Il y avait Lidbarski, il était international allemand, il joue en D2. Non, je dis des bêtises, il arrivait en D1, lui. Mais en D2, ils avaient une équipe extraordinaire. Nous, on les a joués, on a pris 0-4 chez nous et 1-0 au retour. alors, surtout, ne citez pas les joueurs qui avaient le niveau des deux et qui ont joué en équipe de France, parce que là, on en a pour la nuit. Très drôle, très drôle. Baptiste a dit que Jonathan Claus jouait dans un club d'amateurs. Très drôle. Bon. Elle est passée à la trappe, je suis déçu. Non, mais c'est C'est comme quoi, ça. il était bien. Il faut les imposer, Baptiste. Ah ouais, Je te rappelle, tu dois muscler ton jeu, tu dois t'imposer comme ça sur le premier Non, rang. mais du je vais rester bistrot sur les d'Alain Leloc. statistiques. Ben, Je vais écoutez, rester sur les stats. j'ai complètement perdu le fil de l'émission, mais je pense qu'on a fait le tour de l'actualité du LOSC cette Ah ouais. semaine. Ah ouais. Donc, si vous n'avez plus rien à rajouter, ben, je vais d'abord vous saluer et puis d'abord remercier Michel pour sa bonne humeur. Non, mais d'abord, je vais essayer de retrouver quand même une autre passe décisive que j'aurais éventuellement pas faite. On dirait vraiment Roten. Hein. T'as l'impression d'écouter RMC. Alors, L'obsession des passes décisives. Ah, ok. je vous donne déjà en priorité la question de la semaine prochaine pour gagner la 2e place pour le match Lille-Rennes en tribune. Qui n'a pas marqué la passe décisive contre le LOSC en Voilà. match de Coupe de France ou en Lille en 93? Voilà, vous connaissez la question. Il ne vous restera plus qu'à donner la réponse le jour J. Donc, je voulais remercier Michel pour sa bonne humeur, pour sa participation ce soir au bistrot d'Alain Leloc. Merci Michel. C'était un plaisir. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, cette première expérience qu'on a longtemps retardée, mais qui a finalement pu se faire avant la fin du championnat. Il y a eu des éléments négatifs qui ont fait que, mais non, franchement, c'est très sympa. Il y a un bon groupe là, et ce qui est bien, c'est qu'on peut dire tranquillement ce que l'on pense. Il n'y a pas d'arrière-pensée. C'est les participants, on voit qu'ils connaissent le sujet, et voilà, c'est agréable, quoi. C'est vraiment agréable. J'ai passé un très bon moment avec vous. Écoute, merci beaucoup. En tout cas, nous, on a passé aussi un excellent moment. Je voulais remercier les piliers du bistrot qui étaient là cette semaine. Je voulais remercier Baptiste pour ses statistiques et son immense savoir. Merci François, merci Michel, bonne soirée à tous. Merci Christophe pour ses analyses. Merci à tous. Et ouais, non, c'est bien, c'était sympa. Merci à Julien pour ses riches réactions. Merci Michel, et merci à tous. Avec plaisir. Et merci à Georges de cette nouvelle participation au bistrot d'Alain Leloc. Mais merci à vous. Je voulais remercier également tous les internautes qui nous ont regardés en direct, et je remercie tous ceux qui nous regarderont en replay sur la chaîne YouTube du bistrot d'Alain Leloc. Merci pour vos réactions très riches, qui nous ont permis de rebondir de nombreuses fois, qui nous ont permis de nous corriger, parce qu'on a dit parfois des petites bêtises, mais en tout cas, on avait des experts face à nous qui nous ont remis dans les droits chemins de l'émission. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente semaine. Comme chaque mardi, je vous propose de lancer tous ensemble notre cri de guerre. 1, 2, 3. Allez, le LOSC. C'est quoi ça? Vous êtes tout mou, là. 1, 2, 3. Allez, Allez, Ah merde, j'étais en retard. à la semaine prochaine. Merci. À bientôt. Ciao. Allez, bonne soirée à tous. Bye. Allez, Moucron.